Bonjour à tous. On va commencer avec un petit demi-heure de retard. C'est ça. On va commencer directement. Bon, je rappelle simplement que hier, il y a une journée très intéressante qui s'est déroulée avec 4 sessions, qui étaient les 4 entrées, les 4 premières entrées sur l'internationalisation des villes. Aujourd'hui, on fait la deuxième journée par le 5e thèse sur les réseaux de villes, notamment sur la puissance des réseaux de villes. Il y a trois questions qu'il peut y avoir, mais Nicolas vous présentera beaucoup plus en détail. Donc je vais passer tout de suite à voir Nicolas, on va éviter de rajouter au retard. Je pense que merci beaucoup Christian. Effectivement, je vais présenter en quelques mots les questions qui nous ont animés pour cette session. Donc internationalisation, transnationalisation, la montée en puissance des réseaux mondiaux de villes. Effectivement, on va plus parler de transnationalisation finalement que d'internationalisation, puisque parler de transnationalisation, c'est un peu décaler le point de vue si on prend une définition un peu générique de ce que c'est que les acteurs transnationaux. C'est, pour reprendre les thèmes de Bertrand Badi, les acteurs qui, par volonté délibérée ou par destination, se construisent et agissent dans l'espace mondial, au-delà du cadre étatique national, et qui échappent au moins partiellement au contrôle et à l'action médiatrice des États. Et Bertrand Badi ajoute que ces acteurs se constituent fréquemment en réseau, c'est ce qui nous intéresse ce matin, et donc les réseaux, et notamment les réseaux de vie, constituent d'une certaine manière la forme la plus ancienne et la plus moderne de l'internationalisation des villes. Ancienne parce qu'on va la retrouver aux prémices de cette histoire, de la projection internationale des collectivités locales. Si on pense à la ligne marchande de la Hanse, dans la première moitié du XVIIe siècle par exemple, qui forme quelque part un premier réseau de villes, et même plus loin dans l'histoire, je serai rapide, on peut se demander si les villes qui ont organisé ces foires commerciales, notamment en Champagne et en Flandre, dès le XIIe siècle, est-ce que voilà, ça ne forme pas aussi une forme de réseau de villes au sens de lieux qui associent à la fois la circulation transnationale des marchandises et des savoirs, et en même temps la localisation dans des espaces urbains. Plus près de nous, mais qui précède l'avènement contemporain des réseaux, les voyages d'études et les congrès des maires dès la fin du XIXe siècle, début du XXe siècle, forment ce que Renaud Père, qui était venu nous parler lors d'un des séminaires de ce programme, forme le premier âge des réseaux de villes, ce qu'il appelle la toile intermunicipale, qui est le moteur de ce temps réformateur dans les villes. Et puis, le réseau, c'est cette configuration, pour parler comme Renaud Père, qui est très contemporaine, c'est très moderne de la projection internationale des collectivités territoriales, et qui se décline aujourd'hui dans les grandes préoccupations de la politique mondiale et des politiques urbaines, les deux simultanément, donc l'énergie, le climat, le développement économique, la décroissance, les politiques de durabilité, on en parlera avec notamment 2 interventions, et ils constituent, ces réseaux constituent pour les villes un espace diplomatique pour les personnels politiques, mais aussi une plateforme de circulation des bonnes pratiques en termes d'action publique urbaine. Et dans le même temps, les réseaux peuvent poursuivre, on se posera la question, leur propre agenda pour peser éventuellement sur les politiques des États et sur les organisations internationales, en particulier l'Union européenne. Donc c'est ce que ces 4 interventions exploreront. On se demandera quelle est l'ampleur de la montée en puissance actuelle des réseaux, comment est-ce qu'ils s'articulent ou s'affranchissent des régulations d'État, est-ce qu'on n'assiste pas à un bouleversement grâce au réseau des agendas urbains, est-ce qu'ils parviennent finalement à réaliser cette maxime de ce penseur libre-échangiste industriel du XIXe siècle, Richard Cobden, qui disait il faut le moins de rapports possible entre les gouvernements et le plus de connexions possibles entre les sociétés. Est-ce que
les réseaux de villes réalisent finalement ce programme. Alors pour en parler, on a 3 intervenants et puis une personne qui nous parlera par vidéo interposée. D'abord, peut-être Aisling Illy, donc maîtresse de conférence en sciences politiques à l'université Jean Monnet. Tu travailles sur la participation des milieux économiques aux politiques urbaines, notamment depuis une thèse sur la gouvernance métropolitaine du Grand Lyon. Et puis, tu as poursuivi ces travaux sur un terrain actuel à Pittsburgh, notamment autour des politiques de redéveloppement urbain. Et puis, il y a un second objet qui te préoccupe, et on en parlera aujourd'hui justement, c'est l'internationalisation des villes par les réseaux, avec 2 terrains, Eurocities donc, et puis l'engagement et le désengagement éventuel de villes françaises dans des réseaux qui seront liés à des questions migratoires. Maxime Huret, maître de conférence en sciences politiques à l'université de Perpignan, et chercheur également au laboratoire Triangle, d'ailleurs comme Aisling. Tes recherches doctorales ont porté sur les réseaux transnationaux des vélos, dans une perspective qui articule action publique et sociologie des grandes firmes urbaines. Et puis également, je signale la publication prochaine d'un ouvrage aux éditions du PUCA, Repenser les politiques urbaines, retour sur 20 ans d'action publique dans les villes françaises. Annalisa Bonny, vous êtes secrétaire générale du réseau Eurocities depuis 4 ans maintenant, un peu plus, 4 ans et demi. Vous avez commencé votre carrière au sein de la ville de Bologne, au sein de la direction des affaires internationales et européennes, puis vous avez rejoint le Parlement européen, puis le bureau de représentation de la région PACA à Bruxelles, avant donc de rejoindre Eurocities. Et puis Ronan Dantec, que je ne présente plus, qui était là hier. On va également lancer la vidéo, parce qu'il nous parlera des réseaux, donc qui n'a pas pu être là, il s'en excuse. Il est conseiller municipal de la ville de Nantes, sénateur, porte-parole du réseau CGLU et président du réseau Climate Chance, et puis ancien responsable du groupe Climat du Eurocities. Il y a une tradition des villes, et notamment des villes européennes, et tout particulièrement des villes françaises, de participer à des réseaux internationaux de villes. C'est à Paris qu'a été créé Cité Gouvernements Locaux Unis, par exemple, qui est le grand réseau mondial généraliste des villes et des territoires du monde, villes et régions. Donc il y a cette tradition-là, particulièrement forte en France, et Nantes, notamment, s'y est beaucoup investi, puisque nous avons animé le groupe climat d'Eurocities avec la déclaration des villes européennes un an avant Copenhague, et j'ai été pendant 10 ans le porte-parole climat de Cité et Gouvernements Locaux Unis, avec donc une empreinte carbone qui est d'ailleurs totalement contradictoire avec l'objectif individuel. On espère quand même que c'était pour la bonne cause, que c'est toujours pour la bonne cause. Donc les villes se sont quand même organisées pour être présents dans les négociations. Les États ont longtemps été extrêmement réticents, y compris parce qu'à l'échelle mondiale, et les négociations sur le climat, comme les autres négociations onusiennes, fonctionnent au consensus. Pour un certain nombre de pays non démocratiques, l'émergence de ces territoires porteurs de démocratie locale n'était évidemment pas vue d'un très bon œil. D'autres pays démocratiques considérant aussi que finalement, les villes déportaient le débat, notamment, je pense à des pays africains, alors que c'était des pays démocratiques, notamment par rapport au fait finalement de masquer la responsabilité des pays développés par rapport aux pays en développement. Donc on n'a pas été accepté et accueilli par tout le monde. Néanmoins, comme nous avons la responsabilité de la vie quotidienne des habitants de cette planète, que c'est à peu près la moitié des émissions de gaz à effet de serre, en laissant de côté les grands process industriels ou les grands process de production d'électricité par exemple, eh ben, on ne peut pas tenir les objectifs sans nous. Donc peu à peu, on s'est quand même rapproché, mais je rappelle toujours que pour avoir les 5 mots de la déclaration de Cancun, including local and subnational government, il m'a fallu je ne sais pas combien de dizaines de réunions avec mes collègues des autres réseaux, notamment du réseau spécialisé ICLI. Il y a un slogan très connu depuis Rio qui est pensée globale, agir local. Finalement, une partie de notre investissement dit l'inverse, c'est-à-dire que
c'est aussi agir global à partir d'une pensée locale. Sur les politiques nationales, il y a aussi du lobbying. Les réseaux français de collectivités, par exemple, ont une plateforme commune sur les questions climat-énergie et font des propositions au gouvernement. Dans le moment même, ce sont des propositions qui se heurtent plutôt à un mur de refus, puisqu'on essaye, et c'est vraiment un sujet absolument essentiel, de capter une partie de la contribution carbone-énergie pour les territoires. Donc c'est un lobbying qu'on a engagé depuis 3 ans, et encore à ce stade sans succès, mais on va continuer. Donc oui, il y a évidemment du lobbying. Les réseaux de collectivités font des propositions sur les lois. Moi, j'ai présidé le groupe de travail gouvernance du grand débat national sur l'énergie qui a précédé la loi de transition énergétique. J'avais les réseaux de collectivités dans ce groupe de travail et on a trouvé des consensus, notamment sur la mise en place des plans climat pour les intercommunalités, qui derrière se sont retrouvés dans la loi. Donc évidemment, il y a de l'interaction. À côté des négociations internationales ou européennes, parce qu'on a aussi des gros enjeux sur la Commission européenne et sur les fonds européens, ces réseaux, notamment je pense à des réseaux spécialisés comme ICLEI, Energy Cities ou Climate Alliance, ont aussi un rôle évidemment de diffusion des meilleures pratiques. C'est un rôle extrêmement important. Vous allez sur le site de tous ces réseaux, vous avez des fiches d'action, des évaluations d'action qui montrent ce qu'il est possible de faire. Si je prends l'exemple de Nantes, par exemple, j'arrive en 2001 comme nouveau vice-président de Nantes Métropole. Nantes Métropole, communauté urbaine à l'époque, qui se saisit de la compétence environnementale. Donc on n'avait pas vraiment d'histoire. Ce qu'on a commencé à faire avec la directrice du service, c'est de faire le tour de l'Europe en lien avec les réseaux pour voir ce qui se faisait de plus intéressant. Et notamment quand on est rentré à Nantes avec le projet d'écoquartier pour le grand projet urbain de l'île de Nantes, c'est quelque chose qu'on avait notamment travaillé avec la ville d'Hanovre et le quartier du Kronsberg. On avait aussi regardé ce que faisait Malmö sur son écoquartier. Et donc cet échange-là est absolument essentiel. Je pense même qu'il pourrait être encore développé, mais aujourd'hui, une ville qui veut agir, elle ne cherche pas à réinventer toute seule les projets. Elle regarde ce qui se fait ailleurs. Elle sait qu'il faut faire du transport collectif. Elle regarde les busways qui sont moins chers que les tramways. Regarde à l'inverse le tramway quand il y a plus d'impact sur l'urbanisme. Donc c'est des échanges permanents aux échelles nationales, européennes ou internationales. Donc c'est quand même dans la culture des villes aujourd'hui d'échanger. Et effectivement, les réseaux, à travers leurs sites, à travers leurs études, leurs rapports, leurs événements, parce que c'est très important que les gens se rencontrent, permettent cette diffusion des meilleures pratiques. Globalement, il y a un vrai consensus et on peut dire qu'il y a une communauté des villes sur le climat. Après, on parle des villes engagées. On parle des villes qui mettent de l'énergie sur les événements internationaux, qui mettent de l'énergie sur leur plan climat. Ce consensus-là n'est pas remis en cause. Pour autant, effectivement, les élus locaux et les élus nationaux ne sont pas très différents. Un maire de grande ville peut devenir ministre, un ministre peut redevenir maire de grande ville. Donc ils sont aussi porteurs d'une vision nationale, libérale, régulatrice, de droite, de gauche. Donc les différences continuent d'exister, très clairement. Il ne faut pas croire que les différences politiques ont disparu quand on porte une position consensuelle dans les négociations climat. Il y a toujours des élus avec des visions différentes. Arrivés dans leur territoire, ils vont faire des choix différents. La place de la voiture, la forme de la densité, la composition sociale de leur territoire, ces différences continuent d'exister. Simplement, à l'échelle internationale, mais qui écrase aussi les différences puisqu'on porte des messages assez généralistes, c'est plutôt le message des villes les plus engagées qui prédomine. Par exemple, on va mettre en avant le vélo à Copenhague, qui sera une position, un exemple porté par l'organisation mondiale, même si on sait que derrière, il y a un certain nombre de villes qui sont encore très tout voiture et qui n'ont pas développé le vélo chez elles. Donc il y a aussi probablement un peu un politiquement correct dans la négo climat, ça c'est vrai. Je me suis appuyé dessus évidemment, mais ce politiquement correct va dans le sens de mettre en avant plutôt les villes les plus volontaristes dans leur choix sur le renouvelable,
sur les transports doux et le transport public, sur la densification de la ville, où là, c'est ce type de ville, cette vision du développement territorial qu'il a emporté. Il ne faut pas non plus totalement se leurrer sur ce niveau de consensus. Il écrase les dissensus. Ces dissensus vont réapparaître ailleurs, dans les politiques nationales ou dans le détail des politiques locales. Il y a deux phénomènes qui sont à l'œuvre en même temps dans l'investissement des villes dans les réseaux internationaux de collectivités. Il y a d'abord, je crois sincèrement, la volonté de participer au grand concert du monde, de participer à la résolution des problèmes du monde. Ce qui fait qu'effectivement, les villes moteurs dans ces réseaux sont plutôt des villes qui portent de la régulation. Donc ça va être des villes engagées sur le climat, engagées sur l'inclusion sociale, et qui arrivent avec de bons exemples. La ville qui considère qu'on s'en sort tout seul dans un monde de compétition exacerbée, elle ne met pas d'énergie, elle ne met pas d'argent dans les réseaux de collectivités. Donc il y a bien une sélection par les réseaux des villes finalement les plus altruistes et les plus porteurs de cette idée de participation à la régulation du monde. Ça, c'est évident. Il y a quand même un deuxième point qui est qu'à l'échelle des grandes métropoles, il y a quand même toujours un peu de compétition. Il s'agit quand même de briller au firmament des bons exemples mondiaux. Et effectivement, le climat, la COP, est un lieu où on peut montrer ce qu'on fait, y compris pour derrière capter des entreprises, des cadres, en disant je me bats contre le dérèglement climatique, sous-entendu la qualité de vie est meilleure chez moi. Donc cette compétition existe aussi. Elle n'est pas plus importante que l'autre partie. Je crois que c'est d'abord l'envie de participer à la régulation qui motive, mais cette compétition entre métropoles qu'on connaît très très bien, elle existe aussi. Quand Nantes est capitale verte de l'Europe, elle l'est parce qu'elle agit vraiment sincèrement sur le climat, la biodiversité, le développement durable. C'est moi qui porte la candidature et je n'ai pas l'impression de mentir sur ce qu'on fait, mais je sais très bien que Nantes a aussi profité de ce prix dans cette compétition entre grandes villes européennes et ça a permis à Nantes de s'affirmer encore plus dans ce cadre-là. Donc il y a bien ces deux aspects. Néanmoins, n'exagérons pas le deuxième. C'est bien la participation à la régulation qui est la première motivation. Je ne crois pas que les réseaux de villes créent un nouvel équilibre mondial. Parce que, effectivement, les grands élus de territoire, quand ils deviennent membres d'un gouvernement, voire Premier ministre, voire président, finalement, redeviennent très nationaux. Donc, les réseaux créent des consensus sur des points précis. Et le climat, aujourd'hui, fait partie quand même des inquiétudes communes de la plupart des élus de la planète qui sont un peu en première ligne du dérèglement, qui ont donc des enjeux d'adaptation et de stabilisation du climat parce qu'ils en mesurent les conséquences. Mais pour autant, les égoïsmes nationaux n'ont pas disparu et peuvent être portés par les mêmes élus dans d'autres circonstances. Donc, il ne faut pas demander à ces réseaux, finalement, un multilatéralisme complet, alors que les États n'arrivent pas, eux, à le poser. C'est plus compliqué. Néanmoins, ils créent quand même une culture où, à partir du moment où les gens se connaissent, ils ont plus de facilité à travailler ensemble. Donc c'est quand même une culture positive dans l'idée de trouver tous ensemble des solutions pour la planète, d'assumer chacun sa part de la responsabilité globale. Donc ils sont quand même porteurs de cette culture-là. Il faut à la fois ni la surestimer, parce que les enjeux nationaux n'ont pas disparu, mais ne sont pas dans les politiques locales. La particularité aussi des politiques locales, c'est que finalement, presque tous les maires du monde ont les mêmes questions, ont les mêmes enjeux sociaux, les mêmes problèmes de congestion urbaine, ont les mêmes problèmes de maîtrise de l'urbanisme. Donc, il y a une part des réponses, des cultures est commune. Donc ça, finalement, on le transfère dans la négociation. Les politiques nationales sont, elles, beaucoup plus centrées sur les intérêts nationaux. Donc c'est plutôt là que sont les exacerbations. Mais on ne peut pas demander aux élus locaux, finalement, de régler ces problèmes-là. Ça serait un leurre. Ils créent une culture collective qui est facilitatrice sur les solutions pour stabiliser le climat.
Ils sont eux aussi porteurs d'une partie de la solution, puisque une large part, moi je dirais 50% des émissions mondiales, sont bien dans les territoires, pas plus. Par exemple, quand on dit que les villes, c'est 70 ou 80% des émissions, ça ne veut rien dire. Ou les régions, c'est 100%. Donc, c'est des calculs qui n'ont pas grand sens. Mais au moins, la moitié des émissions, c'est la vie quotidienne, donc c'est leur boulot. Donc, ils apportent ça dans la négociation. Donc, ils ont un impact très positif. Ils montrent que des consensus sont possibles. Après, pour autant, ce ne sont pas les élus locaux, ce ne sont pas les réseaux d'élus locaux qui règlent les questions d'affrontement, de contradiction entre les intérêts nationaux. On va passer à la deuxième présentation de Maxime Muret sur des questions qui vont rejoindre les points soulevés par M. Dantec autour effectivement de la circulation transnationale via les réseaux de villes, en particulier sur les enjeux et les dossiers de changement climatique, de durabilité et en l'occurrence de transport. Je signale que Maxime Muret a publié donc les mobilités partagées sur cette question-là, nouveau capitalisme urbain aux éditions de la Sorbonne. Maxime, c'est à toi pour un quart d'heure. Merci et merci de votre accueil. C'est toujours un plaisir d'intervenir pour le PUCA et puis au LATS, avec des collègues que je connais bien. On échange régulièrement et c'est vrai que pour moi c'est l'occasion pour une fois de présenter ma thèse, mes travaux de thèse devant vous qui se sont intéressés au vélo et aux réseaux transnationaux du vélo. C'est le titre de ma thèse, les réseaux transnationaux du vélo, gouverner les politiques du vélo en ville, de l'utopie associative à la gestion par les grandes firmes. Ça c'est le titre de ma thèse. Et en fait, qu'est-ce que j'ai voulu faire dans cette thèse? J'arrive en 2007-2008, c'est vraiment l'effervescence dans les politiques du vélo en ville, avec l'arrivée de grandes firmes de la publicité qui vont être en place, les vélos en libre-service. Souvenez-vous, à Paris, la mise en place de Vélib, c'était avant que Vélib déraille récemment, mais la mise en place de Vélib par JC Decaux, à Lyon auparavant, et puis dans une soixantaine de villes européennes, ça se passe en 3-4 ans, en fait, cette implantation des vélos en libre-service. Et je me suis demandé comment finalement une sorte de politique publique standard a pu s'imposer en quelques années. Qu'est-ce qui avait été les fondements de la circulation de ce dispositif standard en Europe? Et donc pour ça, j'ai regardé évidemment les réseaux de ville, parce qu'on voyait que ces entreprises s'investissaient dans un certain nombre de réseaux de ville pour faire circuler leur offre. Et puis quand j'ai commencé à creuser cette question des réseaux de ville, je me suis aperçu que ces réseaux finalement, ils ne dataient pas d'hier, ils dataient, concernant le vélo, des années 70, donc je suis revenu un petit peu en arrière pour essayer de comprendre comment s'étaient structurés ces échanges transnationaux autour de la question du vélo, qui ont permis et qui permettent encore aujourd'hui de développer les politiques cyclables des villes européennes. Donc, ce qui va être intéressant, alors je vais résumer effectivement mon travail de thèse en un quart d'heure, 20 minutes, donc je vais faire beaucoup de raccourcis et simplifier le propos. Ce qui est intéressant, c'est qu'on s'aperçoit que le vélo en ville, ça va être une politique publique implantée dans les villes, urbaines, mais qui va être mise à l'agenda et puis s'institutionnaliser à l'échelle transnationale. Ça, c'est un premier point important. Et donc, on va voir dans cet exposé, qu'est-ce que nous montre cette histoire transnationale des réseaux autour du vélo, en termes de transformation après sur l'action publique urbaine. Qu'est-ce que ça va engendrer comme effet, cette implication des acteurs à l'échelle transnationale? Alors je vais vous proposer une intervention en 3 temps, parce que dans ma thèse j'ai repéré 3 régimes circulatoires, je les ai appelés comme ça, des politiques du vélo en ville. Un premier temps où ce sont d'abord des experts associatifs, des acteurs associatifs qui se mobilisent à l'échelle transnationale et qui ont développé, initié les premiers réseaux du vélo en Europe. Ensuite, on a une structuration des réseaux de ville qui va s'imposer dans les années 80-90 à l'initiative des acteurs publics et des acteurs associatifs. Et enfin, on a une intégration, une captation de ces réseaux par les grandes firmes de la publicité, notamment JC Decaux, Clear Channel, qui ont été les moteurs des systèmes de vélo en libre-service dans les années 2010, fin des années 2010, qui vont intégrer ces réseaux de ville, et ça va transformer aussi le cadre de l'action publique urbaine, donc française et européenne. Alors simplement pour rebondir un petit peu sur les propos de Renaud Dantec, j'ai bien aimé le fait qu'il ait soulevé sa contradiction dans son empreinte carbone pour aller travailler dans les réseaux de ville sur le climat, parce que finalement, je me dis, dans les transformations qu'on va observer autour du vélo,
c'est pas étonnant qu'on voit que nos acteurs associatifs, progressivement, vont arrêter de structurer des réseaux en faveur du vélo, parce qu'à un moment, vous allez voir que ces acteurs vont mettre en place des réseaux artisanaux et vont se déplacer en train en Europe dans des villes relativement rapprochées. Quand il s'agit de prendre l'avion pour développer le vélo, ces acteurs associatifs, qui sont aussi parfois des militants écologistes, vont arrêter leur activité. Et c'est ce qui explique aussi qu'aujourd'hui, un certain nombre d'ONG environnementales ou d'acteurs proches des mouvances écologistes, on va dire, diminuent leur activité transnationale parce que la contradiction est trop forte et devient trop importante dans un système où l'urgence climatique fait prendre des consciences, y compris sur les modes de déplacement à l'échelle internationale. Alors, très rapidement, pour vous donner un petit contexte des premiers mouvements associatifs qui vont émerger, ça se passe dans les années 60 et surtout dans les années 70. On a des premiers mouvements proches des mouvements écologistes, justement, et libertaires, qui vont... non, c'est l'ancien PowerPoint, c'est pas grave, il y a des fautes d'orthographe et puis il n'y a pas tout ce que je voulais dire. Mais donc, ce sont des acteurs qui vont se mobiliser pour défendre la bicyclette en ville, tout simplement parce que la place de la voiture, selon eux, a pris une place trop importante, les empêche de circuler. Ça crée des problèmes de sécurité routière, il y a beaucoup de décès de cyclistes dans les villes, beaucoup de décès de manière générale sur la route. Et puis aussi, on se mobilise en faveur du vélo à cette période pour proposer un système un peu alternatif au régime de croissance des 30 glorieuses. Vraiment, c'est l'idée de remettre en cause ce régime de croissance en proposant des modes de transport alternatifs notamment, et en prenant la voiture comme bouc émissaire, à contrario. Donc on souhaite, ces acteurs associatifs, donc comme à Amsterdam, vont se mobiliser pour proposer le premier dispositif de vélo en libre-service, par exemple, le système White Bikes, donc à Amsterdam. Les militants vont récupérer des vélos abîmés dans la ville, les réparer, les peindre en blanc et les mettre à la libre disposition des habitants. Bref, toute une série d'expérimentations qui donnent lieu à la naissance d'associations de défense du vélo en ville qui vont se structurer localement à Paris et Grenoble, d'abord en 1974, et puis ensuite à Strasbourg, Bruxelles, Amsterdam, dans les années qui suivent. Et la particularité de ces mouvements, c'est que ces associations de défense du vélo vont participer à la mise à l'agenda du vélo dans les villes auxquelles ils se sont structurés, mais aussi cette mise à l'agenda va se faire à une échelle transnationale. Pourquoi? Parce que ces associations vont se dire, pour développer le vélo en ville, il faut qu'on aille voir ce qui se passe à l'étranger, ce qui se passe dans d'autres villes, parce que chez nous, on n'a pas d'outils pour mettre en place des politiques du vélo. D'ailleurs, il n'y a personne dans les services municipaux qui sont compétents sur ces questions. Donc on va organiser très vite des voyages d'études, et c'est notamment le cas d'une association emblématique à Bruxelles, le groupement de recherche et d'action des cyclistes quotidiens. Donc il y a bien le mot recherche dans leur intitulé. Pourquoi? Parce qu'on va mener des recherches finalement sur comment on peut implanter des politiques en faveur du vélo, des aménagements cyclables. Et donc on va voyager, cette association GRAC, en l'espace de 5 ans, on va organiser une 60aine de voyages en Europe. Et tout ça va aboutir, donc ces voyages plus ou moins informels d'acteurs associatifs, va aboutir à la première grande conférence internationale organisée à Brême en 1980, les conférences Velocity, qui aujourd'hui sont très institutionnalisées. Et la première, donc, c'est une conférence très faite de bricolage entre ces acteurs associatifs de défense du vélo en ville, qui vont se retrouver pour lancer un mouvement qui aboutira en 1983 à la création de l'European Cyclist Federation, donc l'association, la fédération des mouvements associatifs de défense du vélo en ville, qui est relativement important, qui a un gros lobby aujourd'hui à Bruxelles. Donc voilà une première manière d'entrevoir ces réseaux transnationaux. Alors elle va avoir des conséquences importantes, cette action transnationale, puisque ces acteurs associatifs, ces militants, vont construire une expertise pour les aménagements cyclables, pour développer le vélo en ville. Donc ils vont détenir une expertise et ils vont permettre ce qu'on appelle la mise à l'agenda politique du vélo, mais en plus à différentes échelles. À la fois à l'échelle européenne, ils vont interpeller donc la Commission européenne pour intervenir en faveur du vélo. Suivant les pays, il va y avoir une mise à l'agenda également nationale, notamment en Allemagne et aux Pays-Bas. Ce ne sera pas le cas forcément en France. Et puis une mise à l'agenda locale dans les villes où sont investis ces mouvements.
j'ai voulu vous passer une petite carte des foyers associatifs, des mouvements associatifs qui ont été à l'origine de la fondation de l'ECF en 1983, pour vous montrer que ça concerne assez peu d'associations. Bon, la carte n'est pas très lisible, mais ça concerne très peu d'associations, et on voit que déjà ce sont plutôt les villes du nord de l'Europe qui s'investissent dès ces années. Et c'est intéressant parce que ça montre que dès les années 70, début des années 80, c'est pas étonnant que ce soit aujourd'hui ces villes-là qui soient en pointe en matière de vélo, puisque dès ces années, on a des acteurs associatifs qui s'investissent et qui interpellent dans leur ville, évidemment, les pouvoirs publics. Et d'ailleurs, un des enjeux de ma thèse, c'était aussi de montrer que les thèses culturalistes autour du vélo, c'est-à-dire que quand vous questionnez des élus des villes du Sud en France, par exemple, qui vous expliquent qu'on ne fait pas de vélo à Marseille parce que c'est un problème culturel, les gens n'aiment pas faire du vélo, cette carte, elle montre l'inverse. Elle montre simplement qu'il y a du vélo aujourd'hui dans certaines villes, parce que dès les années 70, on a des mouvements qui se sont mobilisés et qui ont permis de structurer les premiers aménagements cyclables, ce que n'ont pas fait certaines villes du sud de l'Europe et qui s'y mettent maintenant, on va dire 40 ans après le début de ces mouvements associatifs. Amsterdam était une ville particulièrement motorisée dans les années 60, début des années 70. Voilà, c'était pas très glorieux. Et beaucoup d'auteurs parlent même d'une capitale aujourd'hui européenne du vélo par défaut. C'est une erreur d'histoire qu'elle soit devenue capitale européenne du vélo, mais c'est grâce à ces mouvements associatifs des années 70, parce que c'était une ville extrêmement motorisée avec de gros problèmes de circulation. Alors donc ça c'était la première période des réseaux associatifs, je me dépêche Nicolas. Ensuite on a une deuxième période, un deuxième régime circulatoire qui va plutôt concerner l'institutionnalisation de ces politiques du vélo en ville et la structuration des réseaux du vélo en ville dans les années 80-90. Donc on a des exemples comme La Rochelle, je vous ai mis une petite photo qui s'investit au niveau municipal en faveur du vélo. Et puis, donc, comme je vous l'ai dit, on a une mise à l'agenda du vélo dans les villes, première préoccupation donc, dans certaines villes, grâce à la présence des acteurs associatifs, mais des acteurs associatifs qui vont se rapprocher des acteurs publics pour justement les initier à cette, on va dire, recherche de solutions, d'outils à l'échelle transnationale. C'est-à-dire qu'on va aller chercher les acteurs municipaux, les élus, et les chargés de mission, et leur dire venez avec nous, on vous embarque dans des voyages, on va vous montrer comment on fait des pistes cyclables à Amsterdam, on va vous montrer comment on fait des pistes cyclables à Copenhague. Et vous aurez des outils peut-être après pour développer vos politiques cyclables. Donc il y a ce rapprochement qui s'opère entre acteurs associatifs et acteurs publics, et pour les acteurs publics, ces associations sont des ressources en fait, sont des ressources à la fois un peu d'internationalisation et des ressources très concrètes pour implanter des politiques en faveur du vélo, donc des ressources d'expertise. Tant et si bien que ces experts associatifs vont progressivement intégrer les institutions publiques urbaines de deux manières. Ils vont soit être recrutés par les villes en tant que chargés de mission vélo dans certaines villes, donc ce sont des militants qui vont être recrutés pour mettre en place des politiques du vélo en ville dans de nombreuses villes européennes. Et puis une autre forme d'institutionnalisation de ces acteurs et de ces militants associatifs va passer par les partis écologistes qui vont, donc ces militants vont se présenter sur des listes souvent écologistes, pas que, et puis vont obtenir des postes électifs et devenir adjoints parfois au transport, donc vont pouvoir être en mesure aussi dans les institutions maintenant de peser, et leur expérience transnationale va aussi les influencer dans la structuration de réseaux transnationaux et dans leur implication dans ces réseaux. Et donc à l'échelle européenne, on a le développement de l'ECF qui va organiser les congrès Velocity qui vont se structurer à partir de 1987, tous les 2 ans. Et là, on se rend compte que ces congrès vont avoir un impact relativement important parce que va se mettre en place une certaine forme de concurrence entre les villes pour accueillir les congrès, pour montrer, évidemment les élus veulent montrer qu'on met en place des politiques en faveur du vélo. Donc l'accueil de ce type de congrès, c'est l'objet d'une lutte très importante entre les villes pour accueillir donc à la fois ces militants associatifs, mais aussi maintenant ces villes, à travers leurs institutions et leurs élus, qui veulent s'impliquer dans le vélo. Et puis donc, à côté de ça, on a également à l'époque une européanisation, grâce à l'action de l'ECF, une européanisation des politiques du vélo, puisque la Commission européenne va commencer à mettre en place des groupes de travail, à même financer certaines opérations
en faveur du développement du vélo en ville dans les années 80, plutôt fin des années 80 quand même. À l'échelle nationale, j'en parle assez peu, mais on a quand même en France la création du Club des villes cyclables en 1988, qui est également finalement une initiative à mettre sur le compte des acteurs associatifs et des villes qui se sont rapprochés, qui travaillent ensemble pour développer le vélo. Et on en reparlera peut-être à la fin de cet exposé du Club des villes cyclables. Donc on a vraiment, à cette période, des chargés de mission qui étaient militants, qui sont devenus chargés de mission dans les collectivités, qui s'investissent dans les réseaux pour aller voir les bonnes pratiques, essayer de les importer dans leur ville. Et puis surtout parce que l'espace transnational devient une ressource pour pouvoir soit capter des financements européens, qui sont encore très, très faibles, soit accueillir des congrès, essayer de faire accueillir un congrès dans sa ville. Alors là, je vous ai encore mis une carte qui n'est pas très belle, mais c'est simplement pour vous les illustrer que ces congrès Velocity prennent de l'importance. Là, c'est celui qui est organisé à Barcelone en 1997, donc j'ai simplement fait une cartographie des intervenants, d'où venaient ces intervenants. Je l'ai fait pour tous les congrès, mais je voulais vous montrer Barcelone. Pourquoi? Parce que Barcelone va être vraiment une ville particulièrement impliquée dans les réseaux de collectivités, on le sait, mais aussi dans les réseaux de villes en faveur du vélo. Ça, c'est important. Barcelone va aussi chercher à obtenir des ressources européennes, notamment, pour développer ses politiques cyclables. Et ce qui est intéressant, c'est que ça rentre dans les stratégies aussi d'internationalisation de pouvoir accueillir ce type de congrès. C'est un congrès qui rassemble 250-300 personnes, à peu près, qui viennent de toute l'Europe. Et donc, il y a un vrai enjeu de communication politique, et même, parmi les effets concrets sur l'action publique, on peut dire que c'est grâce à ces congrès que certaines villes vont initier leur première politique cyclable. Pourquoi? Parce que quand en 1995, Barcelone obtient le droit d'accueillir le congrès 2 ans plus tard dans sa ville, elle s'est dit, mais il faut quand même qu'à un moment, les congressistes qui viennent pour le vélo voient qu'on a une ville où on peut pratiquer le vélo. Alors, il y avait 3 pistes cyclables qui avaient été aménagées pendant les Jeux Olympiques en 92. Donc, ils se sont dit, on met le paquet, on va mettre en place pendant 2 ans l'implantation d'une politique de 200 km d'aménagement cyclable pour pouvoir accueillir les congressistes. Donc, très concrètement, ces congrès transnationaux, ils ont un effet sur l'accélération des politiques publiques en faveur du vélo pour montrer à quel point notre ville est accueillante pour les cyclistes. J'avance. Donc cette structuration transnationale, elle concerne davantage les villes, et puis qui vont s'appuyer sur des ressources des acteurs associatifs jusqu'à la fin des années 90. Et arrive un grand bouleversement, un grand changement dans ce paysage, avec l'arrivée des grandes firmes de services urbains, et notamment de Clear Channel Outdoor et de JC Decaux, des firmes dont le cœur de métier est la publicité et le mobilier urbain. Alors, simplement le contexte très rapide, premier développement des systèmes de vélo libre-service à Rennes en 98, et puis très vite, une concurrence qui se fait entre Clear Channel et JC Decaux, avec des expérimentations en Autriche, et puis le grand retentissement à Lyon en 2005 avec l'implantation de Vélove. Et là, on va avoir une diffusion extrêmement rapide de ces dispositifs de vélo libre-service en l'espace de 2-3 ans, ça je l'ai déjà dit. Alors, très vite, pour diffuser leur offre, finalement, qu'est-ce que font ces opérateurs privés, JC Decaux, Clear Channel? Ils se disent, on va investir ces réseaux transnationaux qui se sont constitués, et qui sont pluriels d'ailleurs, qui se sont diversifiés progressivement, pour vendre un petit peu notre offre de service, et puis vendre une nouvelle expertise, cette fois privée, donc proposer une ressource d'expertise privée aux villes. Et donc ça va beaucoup plaire aux acteurs publics. Pourquoi? Parce que ces acteurs publics, ces villes, vont pouvoir aussi, à travers les grandes entreprises, capter des ressources d'internationalisation de leur politique, puisque ces entreprises vont participer directement ou indirectement à internationaliser les villes et leur stratégie de marketing un peu territoriale. Alors comment se fait ce rapprochement? Donc, les entreprises vont s'investir déjà dans la promotion de leur offre dans les réseaux, mais elles vont aussi participer financièrement au développement de certains réseaux. Elles vont par exemple mettre à disposition des vélos libre-service pour accueillir les congressistes, comme vous le voyez ici, lors du rassemblement Velocity en 2009 à Bruxelles.
Elles vont aussi, ces entreprises, financer les cocktails, les dîners, de l'organisation de ces manifestations, parfois sponsoriser directement la manifestation. Et même dans les villes, elles vont mettre en place des stratégies de marketing urbain et de financement indirect via la publicité, proposer des offres aux villes pour internationaliser leur action à l'échelle européenne et pour parfois aussi capter des ressources européennes. Et notamment des programmes européens, puisque va se développer aussi autour de ces questions de vélo en ville progressivement, hein, une montée en puissance de l'échelle européenne qui va mettre des fonds, des financements et notamment le développement de programmes européens. Donc voilà, ces réseaux constituent des vitrines pour les entreprises, pour exposer leur offre et puis permet de nouer des partenariats avec les villes, hein, de leur proposer des ressources d'internationalisation, d'expertise et puis des ressources financières très directes pour l'organisation de ces manifestations. Je vous montre la pluralité des réseaux de villes aujourd'hui qui s'intéressent au vélo et on va dire dans lesquels les entreprises sont investies de manière soit très directe, soit de manière un peu plus indirecte. On a d'abord des réseaux spécialement créés sur la thématique du vélo en ville, hein, donc les congrès Vélocity, en France le club des villes cyclables, les journées de la bicyclette publique en Espagne, ou encore les réseaux de villes à vélo partagé, donc ça des réseaux de villes qui se sont développés sur la thématique du vélo, dans lesquels les entreprises vont s'investir massivement auprès des villes pour développer leurs offres et pour leur proposer des ressources. Ces entreprises, de manière un petit peu moins prononcée, vont s'investir aussi dans les réseaux de villes plus généralistes, comme le réseau Police, hein, qui est un réseau généraliste sur la question des transports, également en mettant en avant leurs offres et puis en participant concrètement à proposer des ressources pour l'organisation des manifestations. On les a repérés aussi dans le réseau Eurocities, hein, c'est certaines de ces entreprises qui se sont aussi impliquées pour faire des présentations et pour présenter leurs offres. Et puis on a l'investissement de ces entreprises, et ça c'est très important pour elles, dans les programmes européens. Et là les villes vont très clairement aller chercher ces entreprises pour pouvoir aller obtenir des projets européens, des programmes européens, parce que c'est, on va dire, presque une condition, alors je ne sais pas si elle est officielle, hein, mais de s'allier à des grands groupes pour obtenir certains fonds européens. Et puis surtout ces entreprises, elles vont pouvoir très directement, grâce à l'action de l'Union européenne et de ses programmes européens, diffuser leurs offres, puisque ces programmes vont avoir pour objectif de développer le vélo dans des villes qui n'ont pas encore beaucoup développé, et notamment en s'appuyant sur les grandes entreprises. Donc ça c'est important pour elles, et surtout il y a un travail de normalisation dans ces programmes européens autour des appels d'offres que vont proposer les villes, et donc quand on est une entreprise et qu'on travaille dans des programmes européens sur la normalisation des appels d'offres, vous voyez très bien qu'on essaie aussi d'insérer des clauses, des choses pour faire en sorte que nos offres soient effectivement privilégiées, entre guillemets, dans la normalisation de ces appels d'offres à l'échelle européenne. Voilà, je suis obligé d'aller très vite. Donc qu'est-ce qu'on peut dire sur aujourd'hui l'ensemble de ces réseaux qui se sont structurés sur la thématique du vélo? C'est que l'Union européenne est particulièrement investie dans la structuration de ces réseaux, à la fois dans les réseaux généralistes, mais aussi et surtout dans les réseaux thématiques et les programmes européens. Même si un programme européen, on peut le qualifier de réseau, mais c'est pas toujours le cas, mais ça se structure souvent en réseau de villes, en tout cas en échange entre les villes. Et l'Union européenne s'investit particulièrement, pourquoi? Parce qu'à travers les réseaux, elle va pouvoir réguler les politiques du vélo en ville, et notamment les politiques de vélo en libre service. Alors, sur quoi va porter cette régulation? Elle va déjà réguler, d'un certain côté, la compétition entre les villes, ou en tout cas, elle va essayer d'organiser une compétition, une mise en compétition entre les villes autour de la thématique du vélo. Pourquoi? Pour leur proposer des outils, pour diffuser aux villes qui n'ont pas encore développé le vélo en ville des bonnes pratiques, et puis pour créer une émulation. Hein. On va mettre en compétition pour essayer de créer une émulation entre les villes autour de la question du vélo. Et puis pour l'Union européenne, cet investissement dans les réseaux de villes du vélo, c'est important aussi pour réguler le marché des vélos en libre-service et de manière générale les marchés qui se structurent autour du vélo en ville. Voilà un petit peu pour l'évolution historique. Alors ce qu'on peut observer rapidement en conclusion, si on fait un bilan, et encore une fois très synthétique,
cette un peu histoire transnationale, c'est qu'on voit qu'il y a sur 40 ans un grand changement historique, un changement de configuration d'acteurs, qui s'impliquent dans les échanges transnationaux, puisqu'on passe d'une configuration plutôt marquée par des partenariats entre les acteurs publics des villes et les associations, à une configuration qui va être marquée par des partenariats entre les grandes entreprises et les acteurs publics des villes. Et donc on observe ce changement qui se fait uniquement parce que les villes vont trouver de nouvelles ressources dans les entreprises que ne leur proposaient pas forcément les acteurs associatifs, et des ressources notamment pour internationaliser leur action et leur investissement auprès de l'Union européenne. Les ressources apportées par les associations étaient un peu plus différentes. Il s'agissait avant tout de ressources d'expertise et de ressources électorales, très concrètement sur le terrain. On observe que ce changement s'opère au sein d'une certaine forme de marché des réseaux transnationaux qui est organisé, structuré, contrôlé, je ne sais pas comment on peut le dire, par l'Union européenne, par la Commission européenne, à travers soit des programmes européens qui vont essayer de mettre en compétition les villes, ou à travers une présence dans les réseaux thématiques du vélo. Et simplement pour essayer de réfléchir sur l'actualité, parce que ma thèse s'est arrêtée je l'ai soutenue en 2013, aujourd'hui on observe que par rapport à cet investissement des villes avec les acteurs privés dans les politiques du vélo, les acteurs associatifs ont choisi une toute autre stratégie, ou en tout cas se désinvestissent progressivement de ces réseaux transnationaux, alors peut-être pour ne pas prendre l'avion, éventuellement, mais aussi parce qu'ils se sont recentrés sur les échelles nationales. Ils se sont recentrés sur les niveaux nationaux, et on voit que, quelque part, ça porte parfois ses fruits, puisque le gouvernement français vient d'annoncer un grand plan de développement du vélo il y a de ça quelques semaines, qui a été initié et demandé depuis très longtemps par le club des villes cyclables qui s'est développé à l'échelle nationale, mais aussi par les associations de défense du vélo en ville qui se sont recentrées sur une action à l'échelle nationale en, quelque part, se désintéressant progressivement des réseaux transnationaux à l'échelle européenne. Merci beaucoup Maxime. Merci. On va passer à un petit cycle de questions. Si vous en avez sur à la fois les deux présentations, et puis Maxime pourra éventuellement répondre à cette question, éventuellement Madame Bonny ou nos participants à cette session. Si vous avez des questions, alors moi j'en ai, si vous... Ouais, question. Samuel. Oui, bonjour, merci beaucoup. Donc Samuel Ripoll, je suis doctorant en sciences politiques, je travaille sur le ministère de l'Environnement. Juste une petite question, Maxime, pour la présentation qui était bien synthétique, qui a présenté bien justement les trois périodes que tu avais identifiées. Et il y a deux acteurs qu'on voit beaucoup, donc entre d'un côté les réseaux et de l'autre les villes. Mais je crois que tu as aussi travaillé un petit peu sur le rôle de l'État en France, justement, et de quelle expertise nationale se développe. Et je me demandais si tu pouvais un peu préciser ce point, parce que moi ça me semble important quand même entre ces deux échelles de rappeler le rôle de l'État, et notamment des anciens services d'expertise du ministère de l'équipement qui me semble-t-il était impliqué dans le développement de cette expertise. Merci. Oui, merci pour la question. Effectivement, voilà, pour avoir l'esprit synthétique, j'ai évacué pas mal de questions, notamment le rôle de l'État dans toute cette histoire. L'État s'implique dès les années 70, en fait, auprès des acteurs associatifs, et ça c'est intéressant, et auprès des villes, pour développer, initier les premières politiques en faveur du vélo, et en fait tout ça s'arrête très vite. Tout ça s'arrête avec la décentralisation. Et par exemple, donc on a des premiers services de l'État qui s'intéressent au vélo, qui vont devoir arrêter leur activité avec la décentralisation. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? L'État va se mobiliser. L'État va se mobiliser en interne pour se rapprocher des villes qui s'investissent dans ces réseaux, et pour leur dire, mais écoutez, nous on veut vous aider à faire du vélo, mais avec la décentralisation on n'a plus les moyens, créer un club de villes cyclables, et on pourra peut-être un jour redémarrer des politiques nationales en faveur du vélo. Et donc c'est une initiative de l'État, presque quasiment, la création du club de villes cyclables, c'est-à-dire c'est l'État qui dit à certaines villes qui s'investissent dans ces échanges,
aidez-nous, créer un réseau national, et puis nous, après, on pourra peut-être redémarrer une activité auprès de vous. Et donc ça se déroule comme ça dans les années 80, et très vite, le Club des villes cyclables, évidemment, prend son autonomie par rapport à l'État. C'était l'objectif, mais ça devient un réel jeu intéressant de lobbying consentant, où les services de l'État sont très heureux qu'il y ait un réseau de villes à l'échelle nationale qui les interpelle pour qu'ils puissent eux-mêmes interpeller leurs responsables et leur dire il faut faire du vélo, il faut accompagner les villes parce que là on court à la catastrophe, regardez ce qui se passe à l'étranger, on peut s'appuyer sur le Club des villes cyclables pour aller faire des voyages à l'étranger et c'est ce qui se passe. Le Club des villes cyclables qui ensuite essaye d'internationaliser son action mais qui se heurte du coup à cette structuration qui était déjà très présente à l'échelle transnationale européenne de ces réseaux et donc qui va se recentrer aussi sur l'échelle nationale. Début des années 2010. Voilà, pour résumer un petit peu. Merci. Autre question, interrogation, commentaire, suggestion? Moi, j'avais peut-être une question, en attendant peut-être les vôtres, sur la place finalement des politiques de durabilité dans cette transnationalisation et dans la montée en puissance des réseaux de villes, puisque voilà, M. Dantec parlait beaucoup de ces questions, on entend énormément parler du réseau C40, on en a parlé aussi hier, donc comme s'il y avait vraiment un zoom, ou comme si les questions environnementales, le changement climatique étaient un secteur privilégié pour la mise en réseau des villes. Alors est-ce que c'est vrai déjà? Est-ce que vous considérez tous les deux, je m'adresse à tous les deux, est-ce que c'est vrai? Et si oui, donc, est-ce qu'il y aurait des raisons qui l'expliqueraient? Du coup, je pense à en parler de toute façon dans mon propos. Oui, le changement climatique devient important en termes de réseau, plus que d'autres thématiques. En tout cas, on communique plus là-dessus. Parce qu'il y a des cadres internationaux de gouvernance qui font que les villes ont gagné une place, même si ce n'est pas une place formelle, mais une certaine visibilité de leur action, comme le UNCCP, enfin tout le cadre Nations Unies, et donc Paris par exemple, l'accord de Paris par exemple a été un exemple. Et donc ça a aidé. Et aussi parce qu'on a vu que finalement les villes, beaucoup de villes, surtout les plus grandes, avaient des targets, des cibles, des ambitions qui étaient beaucoup plus importantes que certains États. Et donc du coup ça a donné, ça a créé plus d'espace, ça a créé une légitimité plus importante à ces réseaux et donc à la thématique. Je dirais, mais on peut en parler. Oui, moi je peux faire une réponse par rapport à mon objet de recherche, le vélo en ville, par rapport à la question des réseaux transnationaux du vélo, pour dire que, évidemment, les acteurs associatifs de défense du vélo s'investissent sur des problématiques de développement durable, climatique, et ce sont des mouvements qui vont monter en puissance quand même tout au long de la période que j'ai présentée, et qui sont aujourd'hui des mouvements relativement importants. Et donc des groupes électoraux très forts. Donc on s'intéresse de plus en plus à ces groupes électoraux, et c'est ça qui est le moteur en fait des politiques et de l'investissement aussi dans ces réseaux de vie. C'est-à-dire qu'on est là pour satisfaire aussi une clientèle électorale qui est de plus en plus tournée vers ces objets. Et en même temps, avec des contradictions, puisque on va aussi progressivement se détourner de ces acteurs associatifs pour se tourner vers des grandes firmes, en tout cas pour certaines villes, des grandes firmes de services urbains, qui vont proposer d'autres ressources, qui ne sont pas forcément a priori des ressources très concrètes électorales, mais des ressources de financement et d'internationalisation de leur action. Et donc, voilà, j'ai envie de dire oui c'est le moteur, mais d'abord pour des aspects communicationnels et électoraux. Merci. Je vais peut-être prolonger ta question avec les travaux que tu mènes, je crois Maxime, sur un nouvel objet de recherche de performabilité, sur la gratuité des transports à Dunkerque qui fait donc lance des transports gratuits, Dunkerque qui
qui lance parallèlement un réseau international, transnational, avec Tallinn, je crois, notamment, de villes qui ont en place de la gratuité des transports. Peux-tu faire un parallèle, des hypothèses, ou c'est trop récent, avec ce qui s'est passé avec le vélo? Oui, alors c'est intéressant, effectivement, puisqu'en septembre, se sont réunies environ 300 personnes sur la thématique de la gratuité des transports collectifs à Dunkerque, et qui ont lancé l'idée, pour le moment qui ne s'est pas encore concrétisé, d'un réseau international de promotion, ou en tout cas de valorisation de ce type d'initiative, de mise en gratuité des transports collectifs. Alors très concrètement, dans ce réseau, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche à rendre visibles déjà les acteurs qui se sont investis sur cette thématique, et puis on cherche à développer de l'expertise, parce que du coup c'est un objet qui suscite beaucoup de controverses, beaucoup de débats, avec des arguments parfois infondés des deux côtés. Et donc l'idée, c'est ces maires se réunissent pour se dire on a besoin d'une expertise. On a besoin d'une expertise, on va essayer de la trouver où on peut, on va essayer peut-être de la trouver auprès de certains chercheurs. C'est pour ça que moi j'ai été sollicité à participer à cette réunion, mais on va aussi peut-être essayer de la chercher du côté de l'Union européenne ou d'autres réseaux de villes thématiques qui s'intéressent au transport dans leur réseau. Voilà, donc c'est l'idée de d'abord développer une expertise et de mettre en visibilité cette mesure qui suscite des controverses et qui, en tout cas, pour les acteurs qui s'engagent dans cette voie, est clairement une politique à la fois en faveur du développement durable, qui prend en compte les intérêts environnementaux, politique sociale, mais aussi une politique en faveur de l'attractivité des territoires. Parce qu'on est souvent des villes qui ont connu des problèmes de désindustrialisation, avec des centres-villes qui souffrent, et donc vraiment de redynamiser des territoires en difficulté. Merci. Est-ce qu'il y a une dernière petite question? J'ai également une petite question d'actualité, peut-être pour finir. C'est cette question du free floating. On entend beaucoup parler, je sais pas si ça vous dit quelque chose, c'est les trottinettes qu'on voit sur les trottoirs parisiens et apparemment dans le monde entier, donc, enfin, dans les villes du monde entier. Donc un autre espace de circulation, d'autres pratiques de transport doux, de mobilité douce. Est-ce qu'on n'aurait pas, selon toi, finalement un quatrième âge, du coup, après les acteurs associatifs, après la circulation, l'institutionnalisation, après les grands groupes privés, un âge qui serait marqué par l'apparition des start-up dans ces politiques ou dans cette offre de mobilité douce, et est-ce que ça passe aussi par des effets de circulation, de bonnes pratiques, de modèles qui voyagent dans les grandes villes européennes et même au-delà? Alors là, je ne sais pas si on peut parler de nouvel âge, parce que déjà, ces startups dont tu parles sont plutôt liées à des très grands fonds d'investissement ou des grands groupes, notamment chinois, asiatiques. On voit que les expériences de start-up françaises ont des difficultés, certainement arrêtées. Donc on a une concentration du marché du free floating autour de deux grands géants mondiaux, Mobike et Ofo, quasiment, à part quelques petites initiatives soutenues par les pouvoirs publics. Et il faut de la subvention publique pour faire tenir ces autres concurrents, ces autres offres. Et puis en fait, là c'est une offre plutôt agressive d'entreprises privées qui arrivent sur un territoire, qui ne demandent rien à personne qu'un point de vélo sur l'espace public. Et on voit que là, il y a des enjeux de régulation très forts et les villes commencent à mettre en place des régulations différenciées suivant les villes, mais qui vont très fortement limiter le déploiement de ces entreprises, en tout cas en Europe. On peut voir qu'Amsterdam a interdit voté l'interdiction de ces offres de free floating. Lyon est en train d'y réfléchir pour l'interdire sur la presqu'île de Lyon. Donc, si on l'interdit sur la presqu'île, on tue le marché du free floating, parce que c'est un marché qui a besoin de la densité pour une utilisation d'au moins 6 utilisations par jour par vélo pour être rentable. Donc Paris s'est beaucoup investi dans les assises de la mobilité pour qu'il y ait des réflexions nationales sur l'encadrement de ces dispositifs. Donc je crois qu'on va aller vers une régulation un peu plus dure pour ne pas qu'il y ait une concurrence trop importante avec les systèmes entre guillemets publics-privés que constituent Vélib, Vélov, etc. Donc le quatrième âge va probablement pas durer longtemps. Okay. En Europe, en tout cas. Merci beaucoup Maxime. On va passer à la deuxième petite séquence de notre session autour de Eurocities, donc de ce réseau européen dont on a déjà un petit peu parlé, avec d'abord Madame Bonny, secrétaire générale de Eurocities.
bien nous présenter un petit peu les grands enjeux, les grandes questions qui se posent à ce réseau européen de collectivités territoriales. Bon, première chose, merci beaucoup d'avoir invité Eurocity, de m'avoir invité ici. Pour moi, c'est toujours, comme je disais ce matin, un luxe et un privilège d'être en contact avec le monde de la recherche, parce que notre boulot il est vraiment à Bruxelles avec nos membres. On a un staff, j'ai un staff à gérer assez important, beaucoup de projets, etc. Donc c'est vraiment, je me sens très privilégiée et donc c'est très intéressant pour moi d'être là. Alors, quelques mots sur le réseau Eurocity. Je dirais que c'est un réseau unique au niveau européen. Pourquoi ? Pour une série de caractéristiques. Ça regroupe les grandes villes, donc les villes qui ont plus que 250 000 habitants. Ça couvre l'Europe, donc c'est pas un réseau mondial, donc c'est très focalisé sur l'Europe et le lien avec le monde institutionnel européen. Et ces membres, les membres qui adhèrent, sont des villes directes. Donc il y a une adhésion directe. Ça ne passe pas par des associations nationales de villes, etc., comme par exemple le CCRE dont on parlait hier. Voilà, donc c'est assez spécifique. Mais bon, il a été créé en 1986, donc plus ou moins 30 ans, et ça a été créé par 5 maires, donc par 5 personnes, donc 5 villes bien sûr, mais c'était vraiment un moment d'amitié, je dirais, entre les maires, les leaders de 5 villes, donc Birmingham, Francfort, Lyon, Rotterdam, Barcelone. Donc comme vous voyez, c'est des villes qui ne sont pas des villes capitales. Parce que les villes capitales avaient déjà un accès, disons, privilégié, comme aujourd'hui, plus ou moins, avec les institutions. Et donc ces villes qu'on appelle non capitales, mais qui étaient quand même importantes pour l'économie et la démographie, etc., dans leur pays, on dit, il faut que le fait urbain soit beaucoup plus considéré dans les politiques européennes, que nos prérogatives, nos besoins, etc. soient beaucoup plus présents dans les discussions et les réflexions au niveau européen. Donc ces 5 leaders, ces 5 maires, ont travaillé ensemble et ont créé un mouvement qui aujourd'hui est devenu très important, parce qu'aujourd'hui, nous avons 142 grandes villes, donc métropoles, ce qu'on appelle en France les métropoles, 142, mais on a aussi ouvert le réseau partiellement à des villes moyennes. Parce que quand même, l'innovation, toute une série de politiques publiques qui sont menées au niveau de villes moyennes sont quand même intéressantes. Et surtout, ces villes-là cherchaient une maison, entre guillemets. Et donc, on a ouvert quand même le réseau à ces villes-là de façon plus partielle ou plus thématique. Mais bon, voilà, il y a quand même, donc, du coup, à la fin, plus que 200 villes qui font partie d'Eurocities. Donc, bien sûr, sur ces 200 et sur ces 142 grandes villes, pas tout le monde est très actif. On a entendu parler, hein, on a entendu de Ronan. Il y a des villes qui sont très avancées, qui ont les moyens, parce que bien sûr, il y a une cotisation que la ville paye, qui n'est pas très élevée par ailleurs, mais elle doit après investir en termes de ressources humaines et de personnes qui participent aux activités, etc., les voyages. Et donc, du coup, ça demande quand même un investissement et un choix politico-administratif de la ville par rapport justement à la participation dans ces réseaux. Donc, bien sûr, les villes qui sont moins équipées, même tout bêtement par la présence de fonctionnaires ou même d'élus dans leur ville qui parlent anglais, parce qu'il n'y a que l'anglais qui parle c'est la langue de travail est l'anglais pour Eurocities, fait qu'il y a quand même une partie des villes qui utilisent le réseau de façon plus passive ou virtuellement, etc., mais qui ne sont pas forcément très présentes tout le temps. Donc voilà. C'est quand même un réseau, ce qui est intéressant, qui a augmenté de membres. Donc, malgré la crise, dans les années 2000, etc., début des années 2000, on aurait pensé, bon voilà, les villes ont moins de moyens, l'austérité, tout ça. Ben non. On a quand même
vu qu'il y a eu que l'augmentation et l'intérêt par les villes de faire partie de ces réseaux est quand même resté important. Après, l'enjeu, c'est de les maintenir à l'intérieur, de les faire... c'est comme quand on prend un abonnement à un journal et on ne le lit pas. Donc il faut les garder actives et trouver de plus en plus de façons pour les garder dynamiques. Mais bon, ça, on pourra y revenir. Donc c'est une structure, donc, pas de slide pour montrer, mais c'est une structure très dense, avec beaucoup d'organes internes, donc une gouvernance assez complexe et dense. Nous avons 7 forums, si vous voulez, qui correspondent aux grands départements sectoriels des administrations communales, des métropoles. Donc, si vous voulez, notre structure, quand elle a été créée, elle a été pensée en miroir de la structuration des villes mêmes, des administrations. Donc on a un forum environnement, un forum mobilité, un forum culture, un forum numérique ou digital, un forum développement économique, etc. etc. Donc c'est des secteurs et donc des communautés de pratique, donc des gens, des experts, on a plus de 2000 experts qui bougent dans toutes ces structures, autour de ces structures, qui parlent la même langue, pas en sens de langue anglais ou français, mais vraiment ils ont les mêmes enjeux, ils ont les mêmes problèmes, ils ont les mêmes frustrations souvent, et les mêmes pratiques à partager, les mêmes intérêts. Donc c'est vraiment très populaire. Et donc on a ces forums, et chaque forum, autour de ces forums, on a aussi des groupes de travail, on a plus que 40 groupes de travail qui fonctionnent, qui ne sont pas 3 chats qui se rencontrent, c'est vraiment par moments des moments de vraie activité qui produit des échanges justement, qui est très active. Donc voilà, c'est une organisation très dense qui fait beaucoup de choses et très démocratique. Parce que bon, chaque groupe de travail, chaque forum a un leader, un chair, un président, un adjoint, chaque working group a même des fois 2 vice-présidents, et donc toutes les positions, les rapports, les produits, disons, de notre réseau passent toutes par le consensus, la création collective de ce savoir, de ces documents, etc. Ce qui fait que, du coup, le réseau, des fois, peut être un peu lent dans la production de positions, parce que ça doit passer par, justement, les forums, et puis le comité exécutif, etc., etc. Et des fois, aussi un peu, peut-être, dilué. Parce que, bien sûr, ça c'est un enjeu aussi, c'est un réseau qui couvre, je veux dire, 142 grandes villes sur toute l'Europe, même pas que des villes de l'Union européenne, même de l'Europe entière, et donc au sens plus large, et donc du coup, des positions, des fois, il faut trouver un peu en marche sur des œufs, et on doit trouver, je dirais pas le dénominateur commun plus bas, mais des fois, c'est pas évident d'être très 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 ambitieux parce qu'on n'est pas tous à la même avec les mêmes ambitions, etc. Mais bon, on y arrive, on y arrive. Donc, quelles sont, après, nos activités principales, comme ça a été dit tout à l'heure, par abondant. Donc, on a des activités qui concernent nous on appelle l'advocacy, parce qu'on n'aime pas le nom lobbying, ça fait un peu privé, l'industrie du tabac, etc. Mais donc du coup, on parle plus de advocacy, je ne sais pas comment... Plaidoyer, voilà, l'activité de plaidoyer, et donc dire, bon voilà, faire en sorte que les prérogatives urbaines soient considérées dans les politiques publiques européennes et dans les financements. Il y a toute une partie d'échange d'expériences et donc de partage de connaissances entre villes, dont on a entendu parler, et tout ce qui est financement. Et donc, les villes utilisent le réseau pour pouvoir mieux accéder au financement, pour trouver des partenaires, et voilà, et améliorer les types de financement et faire en sorte que, par exemple, il y ait un meilleur accès direct, il y a un accès direct
des financements pour les villes, etc. Et pas que ça passe pas forcément toujours par les États, etc. Qu'il y ait plus de travail sur l'urbain, plus de financement sur l'urbain, notamment dans les fonds structurels, par exemple, etc., etc. Donc voilà, ça, ce sont les activités. Le but final étant de dire, bon, Eurocities va être un outil, un instrument pour les villes, pour les maires, pour mettre dans leur travail au quotidien, dans leur travail de représentation locale, d'intérêt, d'enjeux, de leur politique publique, en fait, de mise en œuvre de leur politique publique locale. Donc de dire, enfin, il y a cette vision-là, c'est un instrument pour améliorer la qualité de vie des citoyens des villes européennes, en fait, du but final. Et on le fait à travers ces activités-là. Donc ça, c'est un peu un cadre général du réseau. Maintenant, comme je l'ai dit, les priorités, les domaines d'action, etc. sont vraiment vastes. Et c'est là l'unicité aussi, une partie, un élément qui fait que le réseau est unique. C'est qu'on couvre tous ces domaines-là. Il n'y a pas d'autres réseaux de grandes villes qui font ça. C'est souvent des réseaux, ou bien qui ont des intermédiaires au niveau national, ou bien qui ont une focalisation thématique sur un secteur ou un autre. Donc nous couvrons tout, nous traitons l'immigration, on entendra plus, donc je ne parle pas de ça, mais il y a beaucoup de travail sur l'intégration des migrants dans les villes, donc échange d'expériences, plaidoyer, etc., pour avoir plus de fonds là-dessus, etc., notamment avec la crise de 2005. Nous avons tout un travail sur tout ce qui est... Enfin, l'environnement est classique, hein, comme on disait tout à l'heure, comme il y a des ambitions très fortes des grandes villes, là-dessus, il y a vraiment un besoin d'expérimentation, d'innovation, d'échange, aussi d'impact sur les politiques publiques. C'est pour essayer aussi de dire à l'Union européenne, bon voilà, on monte, quoi, il faut être plus ambitieux aussi au niveau de l'Union européenne, vu que les États sont plus réticents, ont plus de mal. Donc comment tirer la barre vers le haut. Sur la pollution de l'air, par exemple, la qualité de l'air, il y a un travail énorme qui est fait, sur lequel nous nous sommes battus, parce que là, il y a aussi une question vraiment de réglementation. L'environnement et la mobilité, ce sont parmi les politiques qui sont de compétence de l'Union européenne, et donc du coup, il y a aussi un travail important de notre part pour améliorer ces réglementations, pour les rendre plus coordonnées, parce que beaucoup de problèmes qu'on a sur la qualité de l'air, c'est aussi, sont aussi liés au fait qu'il n'y a pas de coordination entre différents règlements, différentes directives, donc au niveau de l'Union européenne, de la Commission, mais aussi, voilà, qu'est-ce qu'on fait en termes de mobilité, quels sont les nouveaux modes, d'où, comme on disait, comment est-ce qu'on peut pousser vers ça. On pourrait faire un colloque que là-dessus. Donc il y a beaucoup de travail là-dessus, les nouvelles formes justement de mobilité, etc. Et donc là, l'économie circulaire, on fait un travail très important là-dessus parce que c'est une transition qui est nouvelle, qui émerge et qui fait aussi que les villes doivent investir aussi en termes de gouvernance interne. Il y a de plus en plus de thématiques qui sont transversales. Et donc du coup, c'est important de voir comment, par exemple, Amsterdam, c'est toujours un leader dans beaucoup de choses, on a entendu. Comment est-ce qu'une ville s'organise pour vraiment mettre en place une transition à une économie circulaire et devenir une ville circulaire. Ça, c'est très important parce qu'il faut faire travailler ensemble les différents départements. Il faut, voilà, il y a plein de changements, d'innovations, etc., de contraintes qu'il faut mettre en place. Donc, avoir un réseau qui parle de ça, qui voit les modèles, qui voit les défis, les enjeux, etc., est important. Dans tout le domaine des affaires sociales, si on peut être généraliste, là aussi il y a tout un monde. Hein. On parle beaucoup, parce qu'il y a C40 qui fait beaucoup de communication, qui investit, bien sûr, Bloomberg derrière, c'est clair que la place des médias devient importante. Et donc du coup, on parle beaucoup de ça, mais il y a tout un travail, il y a beaucoup de réseaux qui travaillent dans le domaine social. Et donc là, il y a énormément de travail sur l'aspect emploi, chômage, l'aspect accessibilité, inclusion des populations roms. Enfin, voilà, il y a énormément de travail que nous menons.
Il y a maintenant la Commission qui a lancé, l'Union européenne qui a lancé ce nouvel agenda social qu'ils appellent le socle des droits. En anglais, c'est Social Pillar, le socle des droits sociaux. Et qui devrait représenter, même si ce n'est pas une politique qui va, comment dire, comme une directive qui va arriver dans l'État membre qui doit la transposer, c'est quand même un cadre assez important sur lequel les États membres se sont engagés pour donner des droits sociaux aux différents citoyens. Donc c'est assez important et nous, en tant que réseau, on a fait comme un partenariat avec l'Union européenne, avec la Commission, en disant ok, nous, du côté des villes, on va s'engager pour mettre en place certains de ces droits de façon très concrète au niveau local, etc. Donc l'Union européenne est très intéressée à voir comment ces droits-là, du niveau, disons, des gouvernements qui sont quand même, où le cadre reste quand même assez stratégico-théorique, comment est-ce que ça devient une réalité au niveau local. Donc là-dessus, il y a énormément de travail. Nous travaillons aussi sur les smart cities, vous avez entendu parler de tout ça, avec une série de politiques publiques qui aident à une meilleure utilisation des ressources, et donc le numérique, l'énergie, la mobilité, etc. Mais de plus en plus, les smart cities ne sont plus vraiment à la mode en tant que telles, donc la technologie, mais plutôt un modèle de ville où la technologie est au service de la qualité de vie des citoyens, et où donc, en fait, de plus en plus, il y a des villes comme Gand, par exemple, qui n'appellent plus leur stratégie Smart Cities, mais qui l'appellent la ville des gens, the city of people. Donc on a cette évolution aussi dans l'aspect technologique, hein, et donc dans le lien avec le secteur privé, comment est-ce qu'on repense non seulement la relation avec les citoyens qui deviennent co-créateurs et partie des politiques publiques, mais aussi avec le secteur privé qui devient aussi un partenaire stratégique et pas seulement quelqu'un qui vient offrir leurs solutions off the shelf, hein, qui prennent de leur librairie, disons. Donc, clairement, voilà, excusez-moi, je suis un peu rouillée avec mon français. Donc, voilà, donc ça c'est juste un petit aperçu de dossiers, de priorités, de domaines que nous traitons, mais c'est beaucoup plus large. Et d'ailleurs, la problématique, un des enjeux, c'est comment prioriser les ressources sur tout ça, parce que tout est intéressant, tout est important. Les villes veulent apprendre, surtout, elles veulent compter et avoir un impact au niveau européen surtout. Voilà, donc ça c'est un peu la question que nous vivons aujourd'hui. Il y a aussi tout un travail sur ce qu'on appelle la bureaucratie innovante, Creative Bureaucracy, qui est en fait aussi la thématique de dire, bon, la réalité, elle est de plus en plus complexe. Est-ce que les administrations sont en mesure de répondre à cette nouvelle réalité qui voit justement les citoyens en tant qu'acteurs de politique publique, en tant que participants, en tant que responsables aussi du urban common, du commun urbain, je sais pas comment on peut dire. La commun. Voilà, vous savez tout. Et donc, tout ça change aussi le rôle de l'administration, des élus. La ville devient plus acquiert du coup un rôle plus de facilitateur que d'organisation qui livre un service public seulement. Donc bon, voilà, il y a toute cette évolution. Et donc, quel est le management qui est nécessaire dans l'administration pour qu'on puisse répondre à ces défis-là? Comment est-ce qu'on peut voir les employés comme des personnes qui ont des talents et donc qui peuvent devenir des innovateurs eux-mêmes,
Bon voilà, il y a tout un travail là-dessus qui est mené. Et finalement, peut-être, je l'ai gardé à la main parce que c'est quand même assez gros pour nous, c'est tout ce qui est lié à l'agenda urbain pour l'Union européenne, qui est en fait un gros dossier. Quand on parle de l'agenda urbain, il faut prendre un dafalgan, moi je dis toujours, parce qu'on ne sait pas ce que c'est un truc bizarre, et t'as tout de suite mal à la tête. Mais le problème, mais je dirais c'est un dossier assez emblématique et qui reflète et qui montre un peu la position des villes aujourd'hui dans l'Union européenne et dans la gouvernance de l'Union européenne. Pourquoi je dis ça? Parce que bon, l'urbain n'est pas dans les traités. C'est pas comme le régional ou la cohésion territoriale et tout ce qui est, par exemple, la base légale pour les fonds structurels ou les fonds européens territoriaux. L'urbain n'existe pas. Les États ont toujours dit non, ça, l'Union européenne ne doit pas toucher, c'est notre domaine, vous ne le touchez pas. Oh, dehors. D'accord, donc, et ça a été toujours le cas depuis le début et c'est le cas toujours aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans les dernières, je dirais, peut-être 30 années? C'est que la Commission, par sa compétence à elle de proposition de loi ou par les financements, par exemple, ou des politiques sectorielles comme l'environnement et la mobilité, elle a proposé des choses parce qu'elle a toujours dit, bon voilà, le fait urbain est là, est important, avoir une vision au moins commune des enjeux urbains et l'impact de l'urbain dans les politiques publiques européennes, ben voilà, il faut en parler, il faut que ça soit, que ça reste pas au niveau que des États, quoi. Donc du coup, ceci a créé voilà, une prolifération par exemple des capitales culturelles, capitales de l'innovation, capitales vertes, toute une série de capitales du sport, voilà, des capitales villes, qui a permis de faire émerger une série de bonnes pratiques et donc de montrer où était l'innovation au niveau local et au niveau des villes. Ça par exemple, c'est passé par exemple par plus de financement pour l'urbain dans les fonds structurels, par des cadres d'indicateurs sur l'environnement et la durabilité. Voilà, la Commission a fait comme elle pouvait. Elle a mis en place une série de règlements qui justement avaient un impact sur la mobilité urbaine, sur l'environnement, sur une série d'aspects qui sont très proches à la vie publique et à la politique publique locale. Mais l'agenda urbain, disons, avoir une politique publique urbaine, ça c'est hors de question. C'est vraiment quelque chose qui a été bloqué et refusé. Donc, qu'est-ce qui s'est passé dernièrement, il y a deux ans, la présidence néerlandaise, qui a toujours été un État, bien sûr, très urbanisé et où l'urbain est fondamental, a dit, bon, ok, c'est ma présidence, je vais mettre ça en priorité et je vais proposer qu'on puisse au moins inventer quelque chose qui puisse aider, même si ce n'est pas une politique urbaine, on peut avoir une meilleure gouvernance des politiques publiques européennes autour de l'urbain. Et donc, ils ont inventé cette idée d'agenda urbain qui, principalement, il y a aussi d'autres activités, mais qui, principalement, s'organise autour de partenariats thématiques où, à la même table, disons, nous avons les villes, la Commission et les États membres qui ont l'opportunité de discuter de comment améliorer la réglementation sur une thématique spécifique, comment améliorer les financements, comment les rendre plus impactants, comment les rendre plus adaptés, qui travaille sur la connaissance, l'échange de connaissances, etc. entre villes et la Commission et les États membres. Donc il y a maintenant, je pense qu'il y a aujourd'hui 12 partenariats qui vont de la mobilité urbaine à justement l'intégration des migrants, l'économie circulaire, la qualité de l'air. Voilà, il y a tous ces moments d'échange qui sont, comment dire, formels, plus formels qu'avant, parce qu'aujourd'hui on a un cadre qui s'appelle agenda urbain, mais en même temps, et là je passe aux enjeux, c'est de dire, bon ok, nous avons ces moments, avoir cette triangulation entre Commission, ville et États membres au même temps
produit des recommandations. C'est le cas de plusieurs de ces partenariats. Mais qu'est-ce qu'on fait avec ces résultats? Est-ce que ces résultats, par exemple, il y a une recommandation qui dit il faut changer telle directive, est-ce que cette directive va être vraiment changée? Est-ce que l'impact de ces recommandations va être important, va déboucher sur quelque chose de concret en termes de changement de la politique publique et du cadre législatif de l'Union européenne? Ça, on ne sait pas encore, et nous pensons que, encore aujourd'hui, même si on a une commission avec beaucoup de commissaires qui sont sensibles à la question des villes, à la question urbaine, etc., ça reste quand même quelque chose de toujours pas très traité convenablement. Les villes n'ont pas une place à la table, si on peut dire ça en français. Ça reste assez, déjà informel, symbolique, et voilà. C'est pas la priorité du président Juncker de faire parler les villes et de répondre à leurs problématiques. Donc là, ça c'est un peu un cas. Sinon, j'aimerais parler des enjeux. 3 minutes? Oui. 2? Oui, bah lui il a eu plus. Donc, un peu globalement, les grands défis qu'un réseau comme le nôtre vit et se trouve confronté, c'est l'impact de nos activités. Comme on disait, est-ce qu'on arrive vraiment à être écouté, à changer la donne formelle des réglementations? Ça, c'est difficile à mesurer, parce que des fois, une directive, ça prend 3 ans pour la faire changer. Et après, c'est pas seulement Eurocities qui va avoir un impact, c'est aussi le fait de travailler à plusieurs, voilà, pour avoir un succès. C'est aussi impact en termes de retour pour les membres. Est-ce que, voilà, les villes ont vraiment voient Eurocities comme Eurocities ou d'autres réseaux qui sont pas nationaux, par exemple, comme des endroits où on peut vraiment apprendre et on peut professionnaliser les experts de l'administration, comme de la formation par exemple. Ça, c'est pas toujours possible. Il faut toujours justifier. Pour aller au CNFPT, c'est facile, mais pour aller à des réunions d'Eurocities où on apprend des bonnes pratiques de Copenhague, d'Amsterdam, etc., qui sont très innovantes, c'est beaucoup plus compliqué. Et 3, la transférabilité des pratiques. Parce que de toute façon, quand on a une bonne pratique, par exemple Copenhague ou Amsterdam avec les vélos, ou des choses comme ça, est-ce qu'on peut facilement les mettre dans un contexte qui est différent, qui a une gouvernance différente, qui a des enjeux différents? Donc voilà, le scale-up, comme on dit en anglais, la transférabilité, la réplication, et donc l'impact de ce qu'on fait est important. Donc, tout ça, après il y a tout l'enjeu de la compétition avec d'autres réseaux. Et là on voit bien, c'est pas seulement une compétition qui est sur le contenu, mais aussi sur les modèles. On voit qu'au niveau des tendances, on a des nouveaux modèles qui interviennent, un peu comme Airbnb ou Uber. On a les C40. C'est des nouveaux modèles qui sont très bien, qui sont très intéressants, mais qui viennent un peu, déstabiliser les modèles classiques de réseaux qui sont les réseaux par les villes pour les villes, qui sont soutenus par les villes et donc qui ont cet aspect démocratique, comme je vous disais, avec beaucoup moins de moyens, etc. Et puis un autre modèle qui, du coup, au contraire, a un agenda qui n'est pas forcément l'agenda poussé par les maires, et donc c'est plus facile parce qu'on a un agenda qui est proposé par quelqu'un de spécifique, mais qui correspond aussi la lutte contre le changement climatique, c'est un agenda très clair, et qui est aussi soutenu financièrement de façon importante en aidant les villes à faire des investissements très concrets, voilà. Et donc là, on ne peut pas vraiment comparer, et c'est clair que bon, maintenant, comme j'ai toujours, celui qui invente la machine qui fait que les maires pourront être clonés, il va devenir riche. Parce que de toute façon, on a une compétition sur les agendas des maires qui devient impossible à gérer. Et donc c'est là où je pense que les synergies, même plus que sur le contenu, devraient être sur les agendas des maires, parce qu'ils sont convoqués chaque semaine
au sommet des mers de tel ou de l'autre. Donc ça devient quand même assez compliqué. Donc comment maintenir, disons, un réseau capable de répondre aux nouveaux enjeux externes de la réalité, de la société, de l'économie, etc. Et donc des besoins de ville, d'innover et de changer, et en même temps d'être donc future fit, comme on dit, mais en même temps être capable d'être en complémentarité avec le marché. Il y a tout l'enjeu de la comment dire, de la compétition, donc ce qu'on a entendu tout à l'heure, l'altruisme et la compétition. Il faut voir comment ça marche bien, parce que l'altruisme est très poussé, mais en même temps, très souvent, les villes ne jouent pas toujours le jeu. Et donc ils ont quand même un agenda individuel qui, des fois, peut déstabiliser ou qui peut pousser vers une certaine direction. Ils y mettent plus de moyens, donc le réseau, du coup, va vers une direction, etc. Donc comment comment essayer d'avoir un programme de travail, une direction, une stratégie qui soit vraiment commune, unique et avec des priorités claires. Et voilà, bon, il y a plein d'autres défis. En termes d'opportunités, sûrement, il y a cet aspect de lien avec les citoyens, avec la citoyenneté qui s'ouvre aujourd'hui. C'est très important, ça change la façon... les pratiques des villes, dans beaucoup de villes européennes qui travaillent de cette nouvelle façon de travailler avec les citoyens, donc tout ce qui est co-création, ce qu'on disait tout à l'heure, elle peut, je pense, elle devrait inspirer les autres niveaux de gouvernement beaucoup plus qu'aujourd'hui. C'est pour ça qu'on a lancé une campagne qui s'appelle Cities for Europe, Europe for Citizens, pour vraiment dire, bon voilà, les villes travaillent de façon différente avec la société civile, les citoyens, etc., qui deviennent des acteurs. Comment est-ce qu'on peut transférer ça au niveau des niveaux locaux, et niveaux nationaux, et niveaux européens ou internationaux? Donc là, c'est là où s'ouvre une opportunité. Mais en même temps, ça ouvre aussi des critiques, parce qu'il y a des villes très progressistes qui viennent vraiment du grassroots, comment on dit, du bas, comme Barcelone, certains maires, Barcelone, Naples, Amsterdam aujourd'hui, la nouvelle coalition, etc., qui ont vraiment envie d'aller au-delà de l'establishment, et donc qui mettent en place des réseaux presque informels de villes, mais vraiment par les citoyens. On a un exemple qui s'appelle Fearless Cities, qui vraiment... Bon, donc là, nous on essaie de dire, bon ok, comment est-ce qu'on peut rendre plus progressiste notre réseau plutôt que vous allez partir vers un autre réseau, mais donc là c'est parmi les enjeux. Voilà, bon après il y a plein d'idées sur les évolutions et les continuités, voilà. Peut-être qu'on reviendra dans les questions. Et on peut laisser ça bien sûr au dialogue. Merci beaucoup. Merci. Écoutez, pour une autre présentation sur Eurocities, donc le même réseau, même si la perspective peut-être un peu plus large. La transnationalisation en marche. Bonjour, merci d'abord aux organisateurs de me permettre aujourd'hui d'intervenir. Donc pour une présentation intitulée « Villes et réseaux de villes, la transnationalisation en marche ». Alors, je ne suis pas sûre de devoir assumer la totale responsabilité de ce titre, mais en tout cas j'ai joué le jeu et je vais essayer de m'inscrire dans cette perspective-là. Juste quelques éléments de définition pour qu'on soit bien d'accord de ce dont il va être question. Les réseaux de villes, ici, sont donc les réseaux institutionnels, dont on vient de nous en présenter un exemple très important en Europe, donc des groupes organisés qui réunissent des représentants de villes et qui défendent leurs intérêts avec des élus et ou, selon les cas, des employés des collectivités locales, municipalités et intercommunalités quand elles existent, pour faire référence à une présentation d'hier, avec une jolie faute d'orthographe au passage, on aura quelques excuses, donc des réseaux municipaux transnationaux ou TMN dans la littérature en anglais.
La transnationalisation, ici, elle est entendue comme l'une des modalités de l'internationalisation, et notamment, concrètement, elle rassemble l'ensemble des processus par lesquels les villes interagissent, et donc par lesquels se développent des circulations entre villes, que ce soit des circulations d'acteurs, de pratiques, de représentations plus cognitives. Pourquoi s'intéresser au réseau pour étudier la transnationalisation des villes? Eh bien parce qu'il me semble que c'est une entrée, un objet possible, pas le seul, hein, mais qui permet de discuter de choses qu'on a commencé à aborder hier, pas seulement commencé, qu'on a déjà abordé hier. Donc des liens entre villes, bien sûr, mais aussi entre villes et Union européenne, entre villes et États, pour, encore une fois, mieux comprendre ce qu'échangent les villes dans ces réseaux, des expériences, des légitimités. Mais aussi, ça me semble important de prendre au sérieux le travail qu'elles font de structuration et d'organisation de leurs échanges, donc d'essayer d'ouvrir un peu la boîte noire des réseaux. Et puis enfin, ça a été évoqué par Annalise Madame-Boni, le travail qu'elles font donc de plaidoyer pour représenter leurs intérêts. Encore une fois, pour essayer de m'inscrire dans les débats qui ont eu lieu hier, demandé quand même, en tout cas ils m'ont amené à me demander si c'était pas un objet un peu à contre-courant. Si on prend une partie de la littérature qui a été notamment présentée donc par Daniel Kubler, merci, hier après-midi. Donc il y a de nombreux travaux qui lient notamment mondialisation et ville pour eh bien, expliquer le développement de liens entre les villes, mais il se trouve que les villes ils sont avant tout présentées en compétition les unes avec les autres pour attirer des entreprises, mais aussi des cadres, des touristes, etc. Je pense notamment aux travaux de GESOP, mais pas seulement. Du coup, on a de nombreuses études qui portent sur les degrés et les formes des connexions entre les villes, mais avant tout quand même sur les réseaux matériels qui se développent entre les villes et qui constituent à la fois des outils et puis des marqueurs, des traces importantes de cette compétition interurbaine. Et là, je pense au réseau évidemment d'infrastructures, mais aussi surtout d'entreprises et aux travaux de Peter Taylor et de ses équipes. On a aussi ensuite des travaux qui portent sur les grandes gagnantes de la mondialisation, avec notamment ces villes globales qui sont hyper connectées, donc qui ne seraient plus dépendantes de leurs États avec les travaux de Saskia Sassine. Donc, on est globalement beaucoup face à une sorte de loi de la nécessité qui serait guidée par les grandes transformations du capitalisme mondial. Ce matin, la proposition que je vous fais ici, elle est un petit peu différente. Il s'agit de partir cette fois-ci des réseaux qui rassemblent des municipalités, donc sur d'autres modalités d'échange, pour mieux saisir les stratégies des villes elles-mêmes et aller voir comment leurs acteurs, qu'ils soient publics ou privés, mais aussi en interaction, notamment avec le niveau européen et surtout international, comment ils essayent de définir des stratégies, et plutôt que d'être totalement passifs et simplement d'appliquer de subir des transformations du capitalisme mondial, comment elles essayent donc de développer des stratégies dont les réseaux ne sont évidemment qu'un élément, mais un élément qui nous intéresse ici. En lisant cette slide, en fait, je me disais que j'allais présenter les choses de manière un peu académique, mais que si je voulais être tout à fait honnête, la raison pour laquelle je m'intéresse au réseau, c'est grâce ou à cause de Christian Lefebvre, puisque en réalité, pendant ma thèse, j'ai participé à un réseau de villes. Alors un réseau de villes beaucoup moins important que l'Eurocité, qui n'existe plus, etc. Mais n'empêche que ça a clairement attiré mon attention sur ce qui s'y passait, avec les difficultés aussi que rencontrent les villes quand elles essayent d'échanger notamment des bonnes pratiques. Alors que montre quand même la littérature qui se consacre au réseau, parce qu'elle existe, ça serait quand même un peu aujourd'hui de nier ça, et puis qui se développe, ça a été évoqué à plusieurs reprises, notamment à partir du secteur des politiques climatiques. Je ne peux pas répondre à ta question, Nicolas, tout à l'heure. En revanche, ce que je peux dire, c'est que clairement la littérature sur les réseaux, elle porte avant tout sur les réseaux spécialisés dans le secteur climatique, ça c'est très clair. Cette littérature, elle souligne des buts officiels des réseaux qui me semblent intéressants, donc des réseaux de villes internationaux et notamment européens. Je préciserai ici que si on s'intéresse à l'Eurocité et au réseau européen, c'est pas totalement par hasard. L'Europe continue à représenter une scène un peu exceptionnelle, pour le meilleur ou pour le pire, peu importe ce que l'on en pense, à l'échelle mondiale, avec le couplage
d'accords économiques, bien sûr, et de zones de libre-échange, il y en a d'autres dans le monde, mais doublées de politiques publiques, économiques et d'engagement fort au niveau politique. Bien, ces buts officiels, eh bien, il s'agit d'échanger donc des expériences et des bonnes pratiques, alors de faire du lobbying ou du plaidoyer auprès des institutions internationales et européennes, à la fois sur des dossiers précis et des thèmes précis, mais aussi pour devenir des partenaires institutionnels et reconnus pérennes de ces institutions. Il s'agit aussi de soutenir la gouvernance locale et donc d'appuyer la capacité politique des villes, hein, et puis de résister dans certains cas eh bien, à certaines politiques nationales, on y reviendra. Ces réseaux ils partagent plusieurs caractéristiques qui sont soulignées dans la littérature existante. On est obligé de remonter à un niveau de généralité assez important parce que ces réseaux sont de plus en plus nombreux et ils sont aussi différents les uns des autres. D'abord, un engagement volontaire des villes, des organisations qui se présentent comme non hiérarchiques, horizontales et polycentriques, et puis enfin des décisions qui sont prises par le réseau mais qui sont ensuite normalement mises en œuvre par les villes membres. Par-delà ces objectifs officiels des réseaux, il y a toute une série de travaux aussi qui sont intéressants pour comprendre eh bien, pour quelles raisons les villes, qui sont de plus en plus nombreuses, hein, deviennent membres de ces réseaux. Alors encore une fois, on retrouve des arguments qui ont trait à la compétition et puis aux stratégies d'internationalisation, avec l'idée que participer à des réseaux, ce serait une manière de se positionner à l'échelle internationale et de devenir plus visible. Mais aussi des arguments qui concernent le rôle des maires entrepreneurs qui vont en fait s'engager directement ou avec leurs équipes dans les réseaux pour y faire carrière de leur ville et puis aussi leur carrière individuelle pour certains. Des ressources, des villes qui vont chercher des ressources pour les politiques publiques locales, des fonds, mais aussi une montée en légitimité. Et puis des villes qui vont chercher une expertise et un soutien des institutions supranationales, notamment quand elles essaient de développer de nouveaux secteurs d'intervention, de nouvelles politiques. Cette littérature, elle souligne enfin des choses très importantes sur la question de l'impact des réseaux, avec notamment une question centrale dans ces travaux qui est la convergence versus divergence, et puis des auteurs qui eh bien, ne sont pas tout à fait d'accord en la matière, certains soulignant plutôt les logiques de policy learning et de diffusion, et puis d'autres insistant plutôt sur le poids des contextes locaux et le maintien de différences malgré le travail en réseau. Après, il y a aussi des enjeux évidemment sur le terme d'impact, sur le repositionnement des villes dans la gouvernance multiniveau, pour évoquer des choses qu'on a déjà mentionnées hier, et notamment Frédéric Vallier, et puis enfin des réseaux qui ne sont pas toujours à l'initiative des villes et avec eh bien, voilà, un rôle, un impact même de ces réseaux qui intéressent les institutions européennes et même des organisations internationales qui peuvent être moteurs pour soutenir leur action et leur intervention. Bien, donc, au final, on a une littérature sur les réseaux de villes qui porte surtout sur les motifs qui permettent de comprendre pourquoi les villes entrent dans les réseaux, et puis ensuite sur les effets de ces réseaux. L'idée étant ici qu'on a assez peu de choses sur la vie des réseaux eux-mêmes, cette boîte noire, et puis aussi sur une deuxième chose qui va m'intéresser, c'est les possibilités pour les villes de se désengager. Il me semble qu'il est intéressant de développer une perspective socio-historique pour voir comment ces réseaux s'intègrent eh bien, dans un long processus, une longue histoire d'échange de bonnes pratiques entre villes. J'irai très très vite là-dessus parce que ça a déjà été évoqué, mais aussi d'essayer de comprendre la pluralité des réseaux de villes en termes d'objectifs, de structures, de moyens, et puis de leur place évidemment dans la gouvernance multiniveau. Et puis enfin, donc de comprendre pourquoi, non seulement pourquoi les villes s'engagent, mais aussi pourquoi à certains moments elles se désengagent de ces espaces, ce qui j'imagine est une question importante pour les responsables des réseaux eux-mêmes. Je vais faire deux parties. Une première partie très courte sur le fait que c'est un processus ancien qui va être surtout appuyé sur des travaux collectifs menés notamment donc, avec Renaud Père et Sarah Russell, qui va être centré sur Eurocité. Donc je vais me permettre d'aller vite puisqu'on a une présentation précédemment qui va bien... voilà, je vais me positionner en miroir de cette présentation. Et puis une deuxième sur une entrée cette fois-ci thématique avec les réseaux en matière d'immigration, avec des travaux collectifs, encore une fois, financés par la PUCA, et menés avec Anouk Flamand et Aude-Claire Fauron. Sur le processus ancien, la hache,
voilà, mais je pense que c'est quand même important de le rappeler, sont des échanges et des circulations qui émergent dès la fin du 19e avec plusieurs formes. Ça a été notamment bien montré dans le domaine du vélo par Maxime. Et puis finalement, ce qu'on appelle aujourd'hui des réseaux de villes, qui est un phénomène qui se développe dès la Seconde Guerre mondiale, mais surtout dans un contexte de construction et de renforcement de l'Union européenne. Ce qui d'ailleurs peut expliquer aujourd'hui que les chercheurs hésitent encore en termes de poids à accorder à ces réseaux, vu que l'Union européenne précisément est plutôt dans une phase, une longue phase peut-être, mais de difficulté. Donc si les réseaux sont développés parce que l'Union européenne se développait, aujourd'hui on peut être tenté de penser qu'ils vont eux aussi être en difficulté. Les villes ont clairement cherché, par ce biais-là, à se faire reconnaître comme des partenaires légitimes, officiels et pérennes des institutions européennes, ça a été dit plusieurs fois, et puis à obtenir des programmes européens dédiés aux villes. Et là-dessus, j'ai peut-être un point de vue un tout petit peu, pas forcément différent, mais complémentaire par rapport à ce que vous avez dit. Le réseau Eurocité, là-dedans, il joue un rôle central. C'est le principal réseau de villes généralistes européen, et il me semble que son étude permet de souligner plusieurs dimensions intéressantes du travail des villes en réseau. Ça a été évoqué, ils réunissent avant tout des second cities. Je pense que c'est important de le redire, d'abord parce qu'il y a peu de capitales, elles sont entrées récemment pour celles qui sont entrées, et puis surtout parce que les petites villes, alors malgré les efforts qui sont faits, elles demeurent de facto exclues, notamment parce qu'elles ont des problèmes de ressources pour s'investir à cette échelle-là. Les villes qui s'investissent, ce sont aussi des villes dont clairement les leaders politiques ont une stratégie d'internationalisation. Encore une fois, le réseau n'est qu'un outil parmi d'autres de ces stratégies d'internationalisation. Ce qui nous a beaucoup été intéressé aussi au sein de l'Eurocité, c'est de voir que ce sont des villes qui font carrière au sein des réseaux. Donc, si on prend le cas de Lyon, Lyon regarde notamment ce qu'a fait Barcelone. Pourtant, Lyon était à l'origine, elle aussi, à Rotterdam, et donc parmi les fondateurs du réseau. Mais Barcelone était plus centrale au départ. Regarde du coup la trajectoire de Barcelone, se dit tiens, Barcelone s'est fortement investi dans ce réseau-là, et si on faisait pareil, s'investit plus tardivement, au début des années 2000, accumule les positions au sein du réseau, des groupes de travail, puis des forums, etc., pour rentrer dans le comité exécutif, et très clairement au sein de l'Eurocité, le sésame c'est d'obtenir la présidence, et une fois que la ville a obtenu la présidence, c'est vrai pour Lyon, pour Manchester, pour Birmingham, pour Nantes, etc., et bien souvent on observe pas un retrait total, mais un engagement moins net de la ville, de ses élus et de ses agents. C'est aussi une organisation complexe, un réseau avec notamment un rôle des bureaux qui me semble intéressant à étudier, et des phases au sein d'Eurocité, c'est très clair. D'abord une première phase où il n'y a pas de bureau, puis ensuite une phase où les villes il y a des tensions entre villes du Nord et du Sud pour savoir s'il faut un bureau ou pas. Au début des années 90, la création d'un bureau à Bruxelles, et puis petit à petit un bureau à Bruxelles qui grandit, mais qui aussi peut à certaines périodes s'autonomiser, ce qui, ça m'arrange bien que Madame Joly soit sortie à ce moment-là, mais ce qui ne plaît pas toujours aux villes membres du réseau, et certainement pas à l'ensemble des villes qui continuent à être divisées par des lignes, soit une opposition nord-sud, parfois des oppositions plus politiques, même si nous c'est l'opposition nord-sud qui nous a le plus marqué. Du coup, un enjeu qui demeure, effectivement, est-ce qu'il existe un intérêt urbain commun à l'ensemble de ces villes? Selon les périodes, l'intérêt commun, et selon les sujets, il est plus ou moins évident ou plus ou moins difficile à identifier avec des lignes de clivage. Ce qui nous a intéressé aussi, c'est l'importance des formes d'expertise, et pour en dire un mot simplement là-dessus, on a observé une forme pour nous, le réseau Eurocité, il s'est adapté aux exigences des institutions européennes pour petit à petit fournir des expertises dans leur format, leurs origines, etc., qui correspondent à ce que ces interlocuteurs-là attendent des réseaux de villes de ce type. Et puis enfin, est-ce qu'ils obtiennent donc des politiques européennes dédiées aux villes? Il me semble qu'il y a quand même eu une période, notamment les années 90, où Eurocité, tout particulièrement, pas seul, mais Eurocité a réussi à obtenir la mise en place de programmes d'action dédiés aux villes via la Commission. C'était notamment le programme Urban 1 et 2, auquel les États ont su mettre fin, qui a été remplacé par Urbact,
on pourra en discuter si vous voulez, mais qui est peut-être moins ambitieux, en tout cas en termes de programmes d'action concrets, notamment de renouvellement des quartiers. Et enfin, donc, une reconnaissance institutionnelle progressive, même si Mme Bonny a bien dit que celle-ci était fragile. Bien, je peux dire un peu de mots des réseaux d'immigration. Pour ce qui concerne une entrée plus sectorielle cette fois-ci, si on regarde un peu à l'envers, voilà, il y a plein de personnes qui ont commencé à le dire, et notamment des maires. Hein, les villes sont de facto en première ligne de l'accueil des migrants, que ce soit des demandeurs d'asile, des réfugiés, des migrants sans statut. Malgré tout, en France, on est bien placé pour le savoir, elles ont peu de capacités politiques pour participer à la définition des politiques d'accueil et d'intégration, avec une compétence qui est surtout au niveau de l'État central et déconcentré, mais aussi des contraintes budgétaires qui pèsent sur ces municipalités ou ces intercommunalités. Le poids de l'opinion publique, particulièrement fort en France, mais pas seulement, avec la montée en puissance du vote FN, etc. Bon, dans ce contexte de villes qui font face à l'accueil de migrants et à cette question avec des capacités d'action limitées, eh bien, plusieurs réseaux de villes européens se sont saisis de la thématique, Eurocité, mais aussi Cité interculturelle, Mediterranean City to City Project, on pourra en parler si vous voulez, c'est plutôt un projet qu'un réseau, voilà, Urbact, etc. Il y a aussi les réseaux sur le racisme, etc. Bien, donc ce qui marque dans un premier temps, c'est que ces réseaux de villes, ils sont pluriels dans leur forme et dans leurs enjeux. Il y a des réseaux généralistes comme Eurocité qui vont avoir un groupe de travail, une étude thématique qui va se spécialiser sur ces questions. Des réseaux spécialisés qui, eux, pour le coup, ne traitent que d'immigration et pour ce qui est métropolis, à l'échelle même internationale. On a aussi des réseaux qui diffèrent dans l'initiative, parce que là on parle de réseaux de villes, mais en fait tous les réseaux de villes ne sont pas créés à l'initiative des villes. Le réseau thématique Cités interculturelles, par exemple, il a été créé à l'initiative du Conseil de l'Europe et de la DG Culture de la Commission, avec un objectif avant tout de benchmarking et une série de critères qui permet de donner un degré d'interculturalité. Le réseau Mediterranean City to City, Project, pardon, cette fois-ci, il est notamment porté par CGLU et puis par des organisations à l'échelle internationale. Ce sont aussi des réseaux, du coup, qui ont des temporalités et des modalités d'action distinctes. Des réseaux généralistes de lobbying qui sont anciens et avec des élus notamment plus fortement présents, comme Eurocité. À côté de ça, des réseaux sur projet qui ne vont pas forcément durer longtemps et avec une plus forte implication des techniciens, ou encore des réseaux également plus récents et thématisés, mais mis en place à la fois par des élus et des techniciens, comme Cités interculturelles, et dans lesquels à la fois les élus et les techniciens sont investis. Forcément, s'il y a une pluralité de réseaux, il y a aussi une pluralité de modalités d'investissement des villes. Et voilà, nous, ce qui nous a intéressé, c'est de regarder avant tout à partir des villes françaises, mais pas uniquement grâce à un séminaire, eh bien, les différentes raisons pour lesquelles les villes vont donc, à la fois s'engager et se désengager, avec finalement sur cette thématique de l'immigration, des réseaux qui accompagnent un local turn, donc une montée en puissance des villes, mais un local turn qui reste à nuancer, parce que les villes françaises, par exemple, notamment, font part de beaucoup de freins cognitifs et de leurs difficultés à faire rentrer leur réflexion dans le cadre qui est développé dans un cadre républicain à une échelle européenne, mais aussi des villes qui systématiquement disent nous on va des techniciens qui vont à l'Europe et puis qui reviennent mais qui ne comprennent pas où est leur leadership local et dans quel sens ils les orientent. Et puis enfin, une thématique qui nous semble une raison importante, c'est cette évolution des réseaux après la crise de 2015, et puis peut-être une tendance à traiter de l'urgence. Conclusion. Bon, une conclusion, en fait, j'ai essayé de répondre au titre. Voilà, je me suis cachée derrière mon rôle de chercheur, comme on sait bien faire quand on en a besoin, pour dire ce qu'il faudrait faire à mes yeux au niveau de ces travaux sur les réseaux de villes qui, même s'ils sont nombreux, encore une fois, en matière de développement durable, manquent pour plein d'autres secteurs.
Maintenant, je voulais juste dire 3 choses par rapport à des thèmes que j'ai présentés, que j'ai introduits au départ de cette présentation. Il me semble qu'en termes de transnationalisation et donc d'échange vers les réseaux, il montre très bien qu'il y a des circulations d'acteurs qui sont extrêmement importantes, même si elles peuvent être décriées par certains. Elles ont un impact extrêmement important. Et en tout cas, à la fois au niveau des réseaux, au sens de bureaux ou de centres, et puis des villes, une importance qui est très importante accordée aux échanges de pratiques, même si c'est difficile, tout le monde le dit, et même si c'est aussi difficile pour nos chercheurs d'aller tracer ces échanges de pratiques, ne le cachons pas non plus. En termes de compétition, il me semble important de souligner que cette compétition interurbaine que j'évoquais au début, clairement, elle n'empêche pas les interactions entre villes, même si cette compétition, ce qui me semble intéressant, c'est qu'elle se retrouve à la fois dans le fonctionnement des réseaux, puisqu'il y a une émulation, que les villes y font carrière, etc. Et en même temps, entre réseaux, à la fois européens, même s'il y a des logiques, des tentatives de convergence, et puis entre niveaux de réseau aussi. Sur les politiques d'immigration, par exemple, c'est très clair avec des villes qui ne savent plus si elles doivent se passer au niveau européen ou au niveau national, est-ce qu'elles peuvent faire les deux, etc. Et enfin, pour ce qui se concerne l'État, il me semble quand même difficile de prendre la multiplication des réseaux et de leurs membres comme un simple signe, pour revenir à la discussion d'hier, d'une victoire des villes ou même simplement d'une autonomisation des villes. À l'échelle de l'UE, c'est clair qu'ils participent évidemment aux décisions des institutions européennes, même si la Commission, et ça a été redit par Mme Bonny, dispose de marge de manœuvre pour échanger directement avec les villes, et notamment avec leur réseau. Il me semble qu'il reste 2 questions pour ouvrir, importantes, qui sont un peu gommées dans ma présentation, et je trouve ça dommage. C'est quid du politics. Voilà, ça a été évoqué à certains moments. On a des élus locaux qui deviennent ensuite élus nationaux. La faiblesse des mandats européens, moi je ne peux pas m'empêcher de me dire qu'elle doit peser quand même sur la faiblesse des réseaux qui, de fait, je l'ai dit, permettent à certains élus de faire carrière, mais en fait des carrières plutôt après la vie politique, que vraiment s'en servir comme un tremplin pour ensuite, par exemple, aller faire une carrière européenne. Il y en a qui le font, mais ça reste des mandats qui sont moins prisés que les mandats nationaux. Et puis en termes d'agents des villes, on a l'existence d'une classe de fonctionnaires européennes qui est complètement décalée des carrières des représentants des villes qui n'ont donc d'intérêt à s'investir dans les réseaux que par rapport à leur vie locale et qui ne peuvent pas s'en servir ensuite. Voilà. Et puis, deuxième ouverture qui a été évoquée, donc je fais très brièvement, je suis d'accord aussi avec l'enjeu de l'ouverture à d'autres acteurs urbains. Il a été question des grandes entreprises, elles sont déjà présentes dans les réseaux, mais notamment en matière d'immigration. Ça nous permet bien de voir que ces réseaux ils fonctionnent sans les associations ou les ONG pour l'essentiel, alors qu'en France, par exemple, c'est difficile de parler de ville et d'immigration sans parler de ces acteurs-là. Les municipalités n'agissent que, et peut-être même avant tout, grâce à ces réseaux associatifs. Merci. Merci beaucoup. On voit bien que les réseaux de collectivités locales ne sont pas seulement la réponse à des contraintes extérieures, mais sont bien aussi finalement la mise en œuvre de stratégies internationales menées par des élus, par des acteurs au sein des villes pour peser sur les politiques européennes. Et donc, en l'occurrence, l'Union européenne n'est pas qu'un guichet en financement de l'action publique locale, mais bien aussi un espace d'action pour peser sur des décisions qui peuvent être prises. Je laisse pour quelques minutes la question à la salle, on me fait des grands signes pour me pousser à... mais peut-être que déjà lors de la pause on peut échanger, et puis lors du débat de clôture on pourra revenir sur ces questions de réseau de collectivités territoriales. Merci beaucoup.